Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Il y en a qui ont fait un petit saut avec le mercure à la maison ce matin. Petite fraîche. Petite fraîche. On a vu des gens qu'on connaît dans le nord de Montréal, aux alentours de 6 degrés. Oui. Donc, la Beauport. grande canicule, les canicules extrêmes. Extrême. Avec les feux de forêt extrêmes. Et n'oubliez pas la presse. Hier, je vous ai fait un speech sur le futur des médias d'aller avec le monde. Ils ont tellement écouté qu'aujourd'hui, la presse, il y a une fille là, qui. Il y a une fille qui a une coupe de cheveux de gars, là, qui. Ou c'est peut-être un gars qui a une coupe de cheveux de fille. We don't know anymore. On est en 2024 quand On ne même. sait plus, on ne sait plus. Mais c'est souvent des. Ces gens, ces enragés-là, parce qu'elle, ce qu'elle demande, c'est la fin de l'air climatisé. OK? Donc. Je ne sais pas si ils sont en télétravail, mais j'imagine que si elle va à la presse ce matin, le thermostat est à 21 degrés Celsius. Là. Il va avoir, peut-être pas ce matin parce que c'est frais, mais au cours de la journée, quand les gens vont arriver puis vont amener un peu de chaleur. Ça va se balancer à 21. Ça va se balancer à 21 puis il va y avoir de la AC qui embarque assez de bonheur, même si on est dans les journées fraîches. 20-21 degrés aujourd'hui, max. Ouais. De quoi parler aujourd'hui autre que le débat d'hier? My God! Est-ce qu'on peut régler ça sur un terrain de golf? Les deux bonhommes qui sont en train de se pogner avec des histoires de golf. Deux bonhommes. C'est des vieux. C'est des vieux monsieur, là. Il y en a un qui est vraiment vieux, là. Très vieux. Et ils viennent de réaliser qu'il est vieux de même. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Regarde. Hier, là, ça, là, regardez bien l'histoire, là, OK? Hier, c'est un setup, cette affaire-là. Là. Les démocrates, voyons donc. Quand vous avez entendu ça, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça, c'est très louche. Écoutez bien, les différents médias nous vantaient comment comment Biden est un gars qui est sharp, comment il est préparé, comment il est tout là, etc. Écoutez bien, là. Start your tape right now, because I'm about to tell you the truth. And F you if you can't handle the truth. This version of Biden is the best Biden ever. She knows so long as she was 9. In fact, I think he's better than he's ever been. President Biden has a photographic memory. His understanding and mastery of a complicated geopolitical situation is remarkable. He is sharp, intensely probing, and detail-oriented and focused. Jackie, are you here? Non, je vais arrêter là. Ils vont me rendre fou. Ça, c'est quand on parle de tout le Deep State. Le Deep State existe également à l'intérieur des partis, là. OK? Et on a vu hier, pendant le débat, mais on l'a vu tout de suite après, à 10h46, quand le débat est fini, je me suis promené un peu partout sur CBS, sur CNN, je suis allé à MSNBC, etc. Je suis allé voir un peu comment ça se passait. Et tout le monde avait de l'info sur leur téléphone de la part de l'intérieur du parti pour leur dire qu'il est en train de flusher Biden. C'est jamais arrivé, ces textos-là. C'est jamais... Parce que tout était programmé à l'avance. Il savait très bien que Biden était perdu quand il était à la réunion du G7 avec les parachutistes. Les gens qui ont défendu Biden ont dit « Ben non, ce vidéo-là a été truqué. Il est en train de s'en aller parler avec un des autres parachutistes. » Tout le monde, oh, c'est les AI. Les gens modifient les vidéos pour que Biden ait l'air plus fou. Au contraire, c'est un gars sharp. La raison, c'était de se rendre au premier débat. Il n'y aura pas de deuxième débat en passant. Ils n'ont jamais eu l'intention d'avoir un deuxième débat. La gang de Barack Obama et tous ceux qui mènent le Parti démocrate n'ont jamais eu l'intention de mettre un deuxième débat. C'était juste pour la forme, c'était juste pour organiser ça, pour avoir l'air sérieux et que ça n'allait pas trop arrangé. Mais ils savaient très bien qu'ils envoyaient un Biden complètement fini devant Trump, qui lui n'a même pas eu besoin d'être sharp. Trump a été très ordinaire. Trump a eu une note à peine une note de passage, 6,5 sur 10 max, mais il a l'air d'un champion un matin. Il a l'air d'un gars qui avait
9,5 sur 10. Parce que l'autre était tellement perdu. L'autre racontait n'importe quoi. Quand Trump a fait son... c'est probablement le meilleur statement. Quand... on savait pas trop... on savait pas trop ce que Biden... En fait, c'était ça quasiment tout le long. Mais celui-là a été le meilleur of all. Continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Ça, c'est le meilleur punch de la soirée pour Trump. C'est rare que dans un débat, plus que Biden parlait, plus que lui... Tu sais, c'était la Trump n'a pas besoin de parler. C'est ça, la job, c'est laisse-les l'autre parler. Okay? Trump, si j'avais été lui, j'aurais pas répondu sur le 6 janvier. J'aurais pas répondu sur les histoires d'élections truquées. J'aurais tout le temps retourné les affaires sur ce que l'autre disait, comme il a fait régulièrement. J'aurais jamais tombé dans les pièges de ces deux hostiles de journalistes pro-démocrates qui étaient devant lui. J'aurais pas tombé dans ce piège-là parce qu'il a eu l'air à mentir et il a menti. Mais dans le concours de mensonges, là, c'est pas mal égal en passant. Là. Oh oui. C'est pas mal égal. Biden a sorti beaucoup de marde et si un a menti, l'autre a menti autant. Donc, sur la game des mensonges, on va mettre ça égal, OK? Il n'y a pas eu de gagnant à ce niveau-là. Mais mon feeling, c'est que les démocrates savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et c'était dans la stratégie pour mettre Biden dehors. Donc, ils ont envoyé Biden à l'abattoir, c'est ça? Exact. Ils ont envoyé Biden à l'abattoir. Quel est leur plan maintenant? On va le voir, d'après moi, assez rapidement. Il y a des gens qui vont se rendre à la Maison-Blanche ce matin, dire à Jill qui embarque dans l'histoire. Tu sais, Jill qui a... il était bon, bon. Oui, on est fiers de toi. L'autre est à côté, il regarde Jill dans le vide. Il se demande, c'est qui la femme? Oui, c'est qui la folle? C'est qui elle, Chris? C'est-tu ça à coke, Jill? C'est ta femme. Oui, Christophe, c'est ta femme. Il la regarde avec des grands yeux, il est perdu un peu. Elle dit, hey, t'as été bon, hein? T'as répondu aux questions, hein? Là, il la regarde et il dit... Who the fuck is she? J'adore ça. C'est ta Moi, femme. j'aime ça, tu peux pas savoir. Asti que j'aime ça. Chris que j'aime ça. Et là, ces gens-là essaient de nous faire croire qu'ils viennent de découvrir là, que Biden est complètement off, que le gars est vieux, que le gars est usé à la corde. Et ces gens-là essaient de nous faire croire qu'ils viennent de s'apercevoir de ça hier soir. Non, on a affaire à une asti de pièce de théâtre, là. Quel est le plan? Je ne sais pas. J'imagine que ces gens-là ont un plan démoniaque. Est-ce que le communiste de la Californie est en train de crisser la Californie à terre? Est-ce que ce sera... moi, je pense que lui peut faire son beau pareil. Là. Tu veux dire, grand bonhomme, paraît bien. Puis, il peut faire le beau. Là. Sauf que, tu sais, il y a tout à perdre. Il y a juste à attendre 2028 et ce sera peut-être plus facile pour lui. Il n'y aura pas de Trump, il y aura un autre. Puis on verra à partir de ce moment-là. Pourquoi il irait perdre là? Parce que Trump semble être en contrôle. Oui, si jamais Michelle Obama, si jamais lui, si jamais la vice-présidente Harris décide de prendre sa place, c'est sûr que ce sera plus dur pour Trump que... Parce que Trump est battable, OK? Trump est battable. Pourquoi il est battable? Ben, à cause de toutes les affaires qui vont se servir, qui sont là, qui sont arrivées par le Deep State, mais qui sont là. Tu sais, je veux dire, quand tu passes du temps là-dessus, t'es pas en train de passer du temps à essayer de bâtir ton pays. Puis, donc, il est battable. J'ai entendu en passant beaucoup de fans de Kennedy, donc de Robert Kennedy Jr. Moi, j'ai beaucoup de misère avec la voix. Puis, tu sais, pour moi, un politicien, quand il parle, c'est important. Là. Donc, mais je comprends qu'hier, il y a beaucoup de gens qui ont été renforcés dans leur désir de donner leur vote à quelqu'un qui ne gagnera pas. Juste parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ni un ni l'autre. Ça, je peux comprendre ça. Je peux comprendre la patente. Sauf que est-ce que ça favorise les démocrates, ça? Non, ça favorise Trump. Oh oui, OK. Il y a des gens il y a des républicains qui vont voter pour... les républicains mous, là. Les républicains mous vont voter pour Robert Kennedy Jr., mais il y a un plus grand nombre de démocrates qui vont se tourner vers ça, c'est clair. Okay. Mais lui, officiellement, il est indépendant. Là. Lui, il est indépendant. Okay. Lui, il est indépendant, donc il va ramasser quoi? Un 8, un 9, un 10 peut-être? 10, ce serait extraordinaire. Mais plusieurs ont vu là-dedans, parce que, tu sais, moi, le fait qu'il n'est pas écoutable, je ne le voyais pas à ce débat-là, puis ça aurait été un débat dilué s'il était 3,
mais à un certain moment donné, j'aurais quasiment aimé ça qu'il soit là parce que c'était... C'était bizarre comme format, il me semble. Là. Ouais. Mais, regarde, ça l'a... Le but est fait, là. Le but est fait. Biden est dead, OK? Biden n'a plus rien à faire. C'est fini. Carrière politique, carrière de président, peu importe s'il reste ou s'il reste pas. C'est terminé. C'est terminé. Ça s'est terminé hier soir. Mais toute la grande pièce de théâtre, de la gang des médias pro-démocrates, de jouer la game comme de quoi que là, ils viennent de se rendre compte que Biden est plus sharp. Ça, c'est de la méchante bullshit. On vous le dit depuis... Vous étiez où depuis 4 ans, vous autres? On vous le dit depuis... Ah non, mais avant, il était sharp. Non, il n'a jamais été sharp. Le gars est complètement perdu. Ça fait juste être de pire en pire. C'est ça la différence. Mais c'était comme ça avant. Donc, écoutez, l'élection s'est jouée hier. Là. L'élection s'est jouée hier. On aura Trump. Maintenant, c'est à Trump de bien faire. Je ne sais pas comment Trump va dealer la patente quand il va arriver au pouvoir. Quel genre d'équipe il va avoir. Qu'est-ce qu'il va réussir à aller chercher. On sait qu'il s'est fait fourrer avec la première gang qui est allée chercher. Des gens qui n'étaient pas fiables, des gens qui n'étaient pas qualifiés probablement. Et il n'était pas prévu de gagner, Trump. N'oubliez pas ça. Là. Il y avait 87 % des chances de perdre. Donc, quand lui a gagné, il a été le premier à être surpris. Et il a pris des gens qui étaient dans la machine. Maintenant, probablement qu'il est mieux, il est plus au courant de ce qui se passe. Il est plus dans les détails, il est plus dans ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire dans la machine politique de Washington. Maintenant, depuis 2015 qu'il est là, donc ça va faire 10 ans tantôt, il est plus prêt. Donc, amener Trump au plus sacrant, parce qu'il n'y a pas un moment plus important dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Toutes sortes de défis les attendent. Et hier, on a eu Fred Têtu qui est avec nous autres. Fred un côté excentrique un peu des fois sur certains sujets, mais je pense qu'il était sur la bullseye sur plusieurs sujets. Il y a des gros défis au niveau du budget. Il y a des gros défis au niveau de l'immigration. Il y a des gros défis au niveau de la puissance que les États-Unis représentent aux yeux des Russes, aux yeux de tous ces pays-là du BRICS, donc, qui est en train de se former. Donc, il y a d'énormes défis pour les États-Unis d'Amérique dans les prochaines années. Écoute, les 4 dernières années d'avoir un président aussi faible a fait tomber le plus grand, le plus fort pays, le plus gros pays, le meilleur pays au monde, a déboulé, d'après moi, si les marches ont 25 marches, le pays a déboulé de 3-4 marches faciles sous le règne de Joe Biden. Donc, comment on va faire pour virer ça de bord? Weak, comme le gars est. Clown, comme la situation est devenue avec ses adversaires. Entre autres, tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Puis je dirais aussi du côté de Israël et de la Palestine. Trump aura beaucoup de travail. L'inflation. Mais moi, je pense qu'une des plus grosses jobs, ce n'est pas un sujet qui est jasé autant que l'immigration, autant que l'argent qu'on envoie pour la guerre. Mais l'endettement des États-Unis d'Amérique, l'argent qui est imprimé, le scheme alentour de ça, c'est probablement le plus grand défi des 10, 15, 20 prochaines années des États-Unis d'Amérique. Et hier, ce que j'ai vu devant moi, j'ai pas vu quelque chose qui me réconforte parce qu'on s'entend que si les États-Unis d'Amérique s'affaiblissent, si le dollar s'affaiblit, si le dollar ne vient plus la monnaie centrale du monde, etc., bien, le Canada est touché indirectement. Puis je dirais l'Occident au complet est affaibli indirectement. Donc, on a besoin d'avoir les États-Unis d'Amérique forts. Tout est bâti alentour de ça. Si on a des États-Unis d'Amérique faibles, comme on le voit actuellement, eh bien, tout le monde perd. Je sais qu'il y a des anti-américains, il y en a à tonnes, mais vous ne gagnez rien à voir les États-Unis s'affaiblir, ça, je peux vous le garantir. Est-ce que Trump est la solution au problème qu'il y a actuellement? Il ne peut pas faire pire. Il ne peut pas faire pire que Biden. Mais le Trump que j'ai vu hier, j'ai pas vu le Trump le plus... Écoute, il s'exprime bien dans la manière de Trump, dans le sens qu'il était Donald Trump. Il n'a pas nécessairement vieilli. Je pense que c'est le même gars qu'on voyait en 2015, en 2016, dans les débats, en 2020 également. Donc, le gars n'a pas vraiment changé. Mais il raconte des affaires, des fois, un peu... ça fait un peu fling-flang, on va se le dire. C'est un peu fling-flang pour un pays de cette importance-là. Donc, regarde, je pense qu'on a vécu un moment historique hier. On a vécu un moment historique. La déchéance d'un président sortant qui a
désespoir d'être réélu, qui est appuyé par à peu près tous les médias du monde entier. Et ce gars-là s'écrase royalement devant tout le monde. C'est incroyable. J'ai même vu Sean Lennon ridiculiser Biden. Sean Lennon veut dire de quoi? Yoko doit être découragé de Sean. Je dis Sean est un pro. Sean Lennon, le fils de Yoko et de John, est un pro Kennedy. Donc, John, où serait John? D'ailleurs, je lis souvent les commentaires de Sean Lennon qui se fait questionner là-dessus. Et il dit, oui, mon père était de même dans les années 70 et 80. Mais il pense qu'il serait probablement plus proche de nous qu'on le pense, John, aujourd'hui. Donc, puis qu'il ne serait pas tellement découragé des points que Sean... J'aime toujours lire parce que, tu sais, tu regardes les acteurs d'Hollywood, tu regardes hier, ils ont été stunned. Comme si c'était quelque chose de... Ils ont comme eu une révélation hier. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, très, très peu de gens qui sont capables de faire la part des choses. On se rend compte que finalement, la gang de Hollywood, les journalistes, c'est la même chose. Les journalistes, c'est quoi? Les journalistes, c'est des gens qui ne savent pas jouer de la guitare. C'est des gens qui ne sont pas capables d'acter. C'est des gens qui ne sont pas capables d'écrire un livre. Ils sont juste capables d'écrire des articles de 700 mots. C'est à peu près le seul talent qu'ils ont. Puis encore là, ils sont très, très, très average. Mais c'est la même gang. Ça vient de la même gang. Quand ils étaient jeunes, ils venaient de la même gang. Ils ont passé par le journal étudiant, ils ont passé par le théâtre de l'école, ils ont fait de l'improvisation. C'est toute la même gang. Et on voit que c'est une gang de pas intelligents. De découvrir hier que Joe Biden est unfit to be the president of the United States, my God, il faut vraiment être cave. Hier, on a juste eu, nous autres, la confirmation que le gars est complètement plus là, complètement perdu. On peut vous faire entendre quelques affaires sur ce qui s'est passé hier. J'en ai fait entendre déjà. Je pense que le punch de Trump est le meilleur. Les autres, ben, c'est à la grandeur où on dit, ben là, on a des infos à l'intérieur qui nous disent que les carottes sont cuites pour Joe Biden. Faisons le tour. There is no two ways about it. That was not a good debate for Joe Biden. Ben? That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. And he looked, I'll give you the analysis, you kind of have the old man. Van Jones, c'est probablement le plus grand fan de Joe Biden. Ça nous dit beaucoup sur Van Jones, qui est pourtant un gars chez les démocrates qui est high-ranké. Et le gars, il est complètement désemparé. Il ne sait plus quoi dire. Il est sur le bord de broyer. Il est sur le bord de tout lâcher. D'après moi, ça y prenait une couche. D'après moi, tout a leaké. Hein. Il était incontinent lui-même parce qu'il était plus capable de dealer ce qu'il voyait. Il a vu la fin de son président. C'est incroyable. Voici un des moments du débat, encore une fois, où Joe Biden est très, très dur à suivre. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Et là, Trump le regarde. Et Trump a été très bon dans son facial. Il a été très, très, très bon. Et hier, Trump n'était pas celui qui attaquait le système avec des micros ouverts et fermés. C'était Biden qui était l'agressif dans le sens qu'on lui avait donné des liners pour essayer d'attaquer l'autre et il n'était pas très constructif. Il avait l'air du gars qui était justement en train de perdre son élection puis qui était comme acculé au pied du mur et pas capable de faire autre chose que d'attaquer avec des attaques à Saint-Saëns. Et Trump, de son côté, a été beaucoup plus posé qu'on est habitué de le voir. Et juste les mimiques qu'il a fait lorsque pas Trump, mais Biden se perdait dans ce qu'il disait puis que lui-même était pas capable de savoir ce qu'il disait, juste les mimiques de Trump, c'était très, très, très vendeur. Ça, je dois lui donner. Les gens de LCN nous avaient préparé juste avant le débat avec un panel de Paul Larocque, très instructif, des gens sérieux, des gens très sérieux, comme LCN peut le faire. Pas exactement un fan de Donald Trump. Je pense que, pour commencer,
je vois pas ses compétences pour être président. Je les voyais pas quand il était président. Je pense que le pays a eu de la souffrance. Quand il a été président, je pense que beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui sont pires à cause de Trump. L'inflation, ça a commencé avec lui. La réponse au COVID qui n'a pas été si fameuse, c'était avec lui. Et puis Biden a pris les 3 dernières années. Je pense qu'il améliore la situation, mais il y a beaucoup de choses, même un Québécois qui vit aux États-Unis et qui est un républicain devenu pro-Biden. C'est ça qu'ils ont trouvé, mais le gars n'est pas capable de s'exprimer. On dirait la version francophone de Biden. Exact. On dirait un Biden québécois de 55 ans. Là. Oui. OK? Mais c'est ce que Paul Larocque et les imbéciles de LCN ont trouvé pour nous préparer. Après ça, tu avais Pierre Martin, le prof anti-Trump complètement disjoncté, qui était là également sur le panel. C'était pas... c'était pas bobo, là. Qu'est-ce qu'on a à part ça là-dessus? Oh, OK, donc... on a, écoute, Aaron Burnett. Aaron Burnett. Ah, Aaron. On l'aime, Aaron, hein? Okay. Oh, yes, qu'on l'aime. Aaron, regardez Aaron. He goes through 6 days of preparation at Camp David. More than that. And they know the rules. It was more than a week. Okay, so more than a week. They know the rules. He practices with the mics. He knows every one of these questions is coming. And yet he couldn't fill the time. Now, I just want to, let's see what the White House is saying. Sources close to the White House are saying he had a cold, wasn't feeling well. I mean, as you would expect, that came out early on in the debate. But what accounts for someone with so much experience doing so much preparation and this being the outcome? Honestly, I think the question answers itself. He wasn't capable of doing any better than he did. Voilà. Ouais, c'est Wallace, le traître de Fox News maintenant à CNN, qui avait planté quelques couteaux dans le dos lors des derniers débats de la dernière élection à Trump. Lui-même, OK, un des ingénieurs, un des architectes de l'arrivée de Trump, de Biden au pouvoir, maintenant crisse un coup de couteau dans le dos de Biden. Ces gens-là sont très, 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 très louches. Donc, juste pour conclure, c'est une victoire assurée pour... Si Biden est encore là, s'il le sacrifie, c'est une victoire facile pour Trump. Sinon, qu'est-ce qu'on va voir arriver à la place de Biden, qui ils veulent sacrifier? D'après moi, ils ne veulent pas gagner. Il est trop tard pour gagner cette élection-là. Ils risquent de perdre. S'ils présentent quelqu'un de sérieux, un bon candidat, ils risquent de le perdre et de le brûler à jamais. Donc, qui vont nous mettre? S'ils ne sont pas capables de convaincre Michelle Obama, s'ils ne sont pas capables de convaincre Gavin Newsom, je pense qu'ils vont se tourner vers Harris, qui, elle, défendait hier soir à 11h30 avec Anderson Cooper. Elle défendait la performance et Cooper n'arrêtait pas de dire « Ben non, madame la vice-présidente, M. Biden était complètement perdu, il n'était pas là pantoute, c'était une des pires performances. » Et elle continuait de le défendre. Donc, c'est peut-être elle à qui on va donner l'honneur de perdre une défaite peut-être moins cinglante devant Trump au mois de novembre prochain. Ben là, c'est lancé pour la version live de Radio Pirate pour la dernière de la saison. On vient le 5 août. Si vous voulez avoir des choses cet été qui vont apparaître peut-être, ben, allez vous inscrire sur Spotify, version gratis. Pesez sur la petite cloche. Mettez une étoile en passant. Ça va nous faire plaisir de voir comment vous nous aimez. Si vous ne nous aimez pas, ben là, faites pas d'étoiles, là, parce qu'on ne veut pas avoir vos résultats. Mais, regarde, peut-être qu'il va arriver quelques affaires pendant l'été. Mais sinon, on est de retour le 5 août prochain. Jocelyn Thibault parlait de hockey au Québec. S'en vient. La boîte à Jerry est next. On a également un lab de Mr. White et la recette Fireburns. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boîte à pizza. Ouais, c'est vrai, c'est boîte à pizza. Petite boîte à pizza. Petite pizza de fin d'année. Yes. De fin de saison. Hey, je voyais que...
Puis j'ai trouvé ça très, très hot. Je t'appelle François. Mon fils s'appelle François. François. Jeff. Il y a une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. Tout le monde m'appelle François. Oui, je sais. Est-ce que Marie-Claude t'appelle François? Quand il est choqué ou en temps non, normal? mais de temps en temps, cette semaine, elle m'a appelé 2 fois François. Je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Mais est-ce que tu t'en rends compte quand tu m'appelles François? Oui. Oui. Moi, je l'appelle Marie-Claude. Elle n'aime pas ça. Non. Non. Elle n'aime pas son nom. Comment tu vois? Je l'appelle... MC? MC. Marie, OK. Quand je l'appelle Marie-Claude, elle n'aime pas ça. Donc, et là, plus elle n'aime pas ça, plus je l'appelle Marie-Claude. Mais tout le monde m'appelle François de Jerry. Il n'y a pas de stress avec ça. Moi, des fois, j'appelle Jerry Claude. Ça n'a pas rapport. Son père. C'est ça. Le monde se trompe. Donc, c'est une petite nouvelle qui est passée. Puis moi, j'ai un genre de petite channel de nouvelles montréalaises. Là, des affaires qui se passent à Montréal. C'est quand même notre j'allais dire notre capitale. c'est quand même la ville du Québec. Puis la top ville au Québec. Et là, un peu, les utilisateurs de la carte Opus à Montréal, la carte pour prendre des transports en commun, ils vont pouvoir mettre leur carte Opus sur leur téléphone en 2025. Wow! Ça c'est annoncé là. Non, mais c'est ça veut fort. pas dire que ça va arriver, là. Non, mais ça c'est très fort, là, de la société de transport. Non, vraiment, là, j'ai trouvé ça innovateur. OK, mais ça se fait ailleurs, là. Ça se fait ailleurs depuis des décennies. Je veux dire, quasiment depuis que le téléphone depuis au moins 15 ans ailleurs, au moins minimum. Hey, je sais que tu es dans la boîte à PIDS, là. Donc, tu avais fini ce sujet-là de la carte Opus? Oui. Juste te dire, est-ce que je peux, vu que c'est la fin de saison, je peux-tu... parce que tantôt, on était sur le Prime, puis Tiger avait comme le goût de comme aller vomir, puis on a comme pris une pause avant de commencer la boîte. Donc là, Tiger est comme correct, il est comme stabilisé. Là, on le check, là. On est très nerveux avec Tiger. Puis on a comme arrêté le sujet. Mais je veux que vous m'expliquiez l'histoire de François Lambert. Oui, François Lambert, c'est vrai. C'est quoi l'histoire? Mets ça dans la boîte, là. Non, mais moi, je l'ai pas, cette histoire-là. OK, mais c'est quoi l'histoire de François Lambert? Ben, François Lambert... Parce que Frank m'a envoyé ça hier. OK, Frank m'envoie ça et dit, man, check ça. Là, je pensais que c'était quelque chose de genre pas vrai ou... il s'est fait soit hacker son compte ou quelqu'un a inventé de quoi avec les on ne sait plus aujourd'hui. Là. Mais y a-tu vraiment pensé que Roxane la banane, dans sa parodie, que c'était une vraie annonce de la SAC? C'est ça que je comprends? Ben, c'est ce que j'ai compris aussi. Mais là, je viens d'ouvrir son ex et son texte est encore là. OK, donc il n'a pas allumé. Là. Là, Roxane la banane, pour expliquer, c'est qu'elle a fait une parodie d'une pub de la SAC. Elle s'appelle Roxane la banane. La banane. Puis, je veux dire, elle vient pas de... En partant juste de son nom, c'est tout. C'est écrit gros, là, qu'il y a quelque chose de... On comprend qu'il n'est pas obligé de la connaître, là, mais je dirais, elle ne vient pas de commencer non plus, là. Mais non. Elle a fait beaucoup de toutes sortes d'affaires. C'est une fille qui fait de la parodie, elle fait de la... On l'adore, Roxane. Elle fait de la critique. On l'a déjà reçu en entrevue. Puis, je veux dire, elle fait des affaires drôles. Là. Puis là, dans cette pub-là de la SAC, ben là, elle joue le rôle de quelqu'un qui critique un peu un conducteur qui n'a pas mis sa ceinture. Mais là, c'est gros, là. C'est énormément gros comme joke. C'est évident que c'est une joke, me semble. T'sais. Parce que la pub, à la base, la pub de la SAC, la SAAQ, c'est une pub complètement... ils nous prennent pour des bébés là. C'est une pub stupide. C'est une pub là, vraiment stupide qui prennent le peuple pour des abrutis. Là. Pour ça, elle a fait une parodie de la pub de la SAC. C'est ça. Puis elle en met, là, elle en met beaucoup. Elle est rendue embarquée par-dessus le char pour dire aux gars. Elle est rendue embarquée sur le windshield en avant. Regarde, je peux te faire entendre, je lis la parodie de Roxane la banane, OK? Là, les petits amis, il faut qu'on parle de sécurité routière. Elle a mis la musique de passe-partout en dessous, là.
Tu vois que c'est pas une pub du gouvernement. Je l'ai vu, la pub du gouvernement en question, avec la madame, là, l'humoriste. L'humoriste, oui, c'est ça. Je ne connais pas, là, mais c'est très mauvais en passant. Là. Puis effectivement, c'est pour nous prendre des imbéciles. Donc, elle, c'est un peu de ça qu'elle se moque. Mais là, tu vois que c'est un sketch. C'est clair, là. Wow! Coucou mon coco! Qu'est-ce que tu fais, pas de ceinture? On est sur un chemin de garnotte, puis y a personne. Ben y'a moi. T'as failli m'écraser. C'est toi qui es sorti de nulle part. Tu roulais trop vite. Elle a une bouteille de Je roulais bébé. à 20. Ben ici, c'est 15. On est dans le fond du bois, là. Mets ta ceinture. Hey, décaliste. Mets ta ceinture de sécurité. Hey, je mettrai pas ma ceinture pour aller à la boîte aux lettres. Tu pourrais écraser Jean-Marc. C'est qui ça, Jean-Marc, tabarnak? C'est lui. Écrase-moi pas, s'il te plaît. C'est un Ok, décaliste. Mets ta ceinture. Non, je mettrai pas ma ceinture, asti de folle. Tu mets ta ceinture. C'est le tasse-toi, là. Décaliste. Tu mets ta ceinture. Décaliste. Tu mets ta ceinture. Elle frappe avec son stop. Mets ta ceinture. Elle est rendue sur le char. Elle crie après, qu'elle est enragée raide, elle est en perte de contrôle totale. C'est beau, asti. Je vais en mettre ma calisse de ceinture, tabarnak d'asti de folle. Bravo, mon coco. Ah, elle a mis une gommette dans le fond. Et là, elle met le bout du gouvernement du Québec avec les... Et là, François Lambert, il dit, mais voyons donc. Là, il dit, je ne sais pas quoi penser. Les sacs sont nécessaires. Oui, là, les là, sacs toi, sont nécessaires. Là, toi, tu penses qu'il est en train de parler de la parodie. Tu dis, ah, OK, il n'aime pas ça que ça sac d'une parodie. Ben non. Il dit, au même moment où le gouvernement veut sortir le galon à mesurer pour savoir si le mot en français est plus grand que le mot en anglais pour les commerces, au moment où on parle que les gens ne maîtrisent pas le français, on dit dans la pub qu'on doit expliquer comme à des enfants, ça sac de même des enfants. Oui. Ben voyons. Là, tu dis, OK, là, ils pensent que c'est une vraie pub. Mais ça se peut pas. Mais ça se peut pas. Ouais, non, mais wow. C'est quand même un gars qui faisait une intervention sur YouTube Live le matin pendant la pandémie qui a dit qu'il faudrait barrer les épiceries aux gens pas vaccinés. Là. C'est un gars qui n'a pas toujours... Probablement qu'en affaires, c'est un gars qui fait bien des bonnes affaires. Je ne connais pas sa situation, OK? Oh, mais puis il y a des gens que je connais qui ont parlé, ils ont dit c'est un bon diable. Mais je veux dire, des fois, le jugement, c'est limite, là. Ça, c'est un test de jugement, puis là, il failed. OK? Donc, il a manqué son coup. Mais le pire, c'est que son message est encore sur X ce matin. Wow. Excuse-moi donc. Retour à la boîte normale avec Jerry. On pige dans la boîte bizarre, une sorte de patente. Il faut que je te parle de ça. Juste pour finir, je viens de voir. Là. Il y en a un qui a dit dans les commentaires, c'est une parodie. Là, François Lambert, il a répondu, il dit, ah, je me suis bien fait avoir, alors bravo. Donc... C'est pire que pire. Je pense que c'est pire. C'était évident. Voyons, je vais le faire. C'est Roxane la banane. Elle s'appelle Roxane la banane. Dans les mains, elle n'a pas un arrêt, elle a un stop. Pensez-vous que le gouvernement du Québec aurait fait une annonce avec une femme qui tient dans ses mains un stop? Voyons, je vois le vert. Il y a du monde qui aurait fait une crise de cœur. Voyons donc. C'est ça, cette affaire-là. Donc, de retour à la boîte à pizza normale de Jerry. C'est ça, une boîte à pizza. T'sais, la pizza, on l'a échappé à terre, on l'a repris. Là. Le fromage est collé dans... Il n'y a rien de meilleur qu'une pizza échappée à terre, d'ailleurs. Oui, elle a brassé un peu, il y a 2 pointes d'or troussées, puis le fromage est collé dans... C'est pas grave, tu décolles ça, puis ça fait. Là, oui. Il n'y a pas de... On s'ostine pas, là. Mais ça, c'est... Il y a une affaire drôle. Moi, j'ai trouvé ça comique, ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est à la place où ça s'est passé. Je vous amène en Corée du Sud. Ça s'est passé mercredi cette semaine. Ça fait pas longtemps. Donc, le 26 juin. On sait que la Corée du Sud puis le Japon, c'est des pays où il y a le plus de robotique. Il y a beaucoup de robots en Corée puis au Japon. États-Unis, Allemagne, puis tout ça, mais on parle de robots, tu sais, dans le quotidien. Donc, à Gumi, en Corée du Sud, il y a un hôtel de ville. C'est une petite ville, là. Il y a l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, ils ont installé un robot Android. Moi, il me fait toujours rire, le robot qui nettoie le plancher chez Walmart. Tu sais, qui se promène tout seul chez Walmart, là, il tourne, puis il se promène. Tu sais, le robot, il se dirige, puis il lave le plancher. Bien, de plus en plus,
On le voit dans des restaurants. Il y a des restaurants où il y a des robots qui t'amènent ton verre d'eau. Il y a des robots qui prennent ta commande. Puis tout ça. Dans les clubs de golf, il y a des clubs de golf qui... c'est des genres de tondeuses robots qui font les fairways et les tee-off. Ça. On le voit. Ça commence. Là. Oui, c'est ça. On n'est pas surpris d'en voir. On s'entend dessus. Et là-bas, en Corée du Sud, à l'hôtel de ville, c'est quand même à l'hôtel de ville, ils ont mis un robot qui s'occupe des citoyens qui viennent à l'hôtel de ville. Donc, tu arrives à l'hôtel de ville, tu as besoin d'un service de l'hôtel de ville, bien, le robot est là. Ça ressemble un peu comme à une poubelle. Il y a bien à peu près 5 pieds de haut, une espèce de grosse poubelle, sur roue, avec un écran. T'sais. Puis le robot, il se promène dans l'hôtel de ville. Le robot est même capable de prendre l'ascenseur tout seul. Puis il se promène. Là, puis il aide le monde, puis il guide le monde. Là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Là, ça fait 1 an que le robot est installé à l'hôtel de ville. Là, il s'est passé quelque chose mercredi. Le robot s'est suicidé. Hein? Ben oui, j'ai entendu ça. Ben, le robot s'est crissé en bas des escaliers. Wow! Ça fait 1 an, Jeff, que le robot se promène. Puis, on s'entend sûr que le robot, il sait des places où c'est dans. Il ne peut pas tomber. Là, tout est délimité. C'est un peu comme une tondeuse robot. C'est-à-dire, tu vas y mettre un paramètre, puis la tondeuse, elle va se promener dans le paramètre. Mais lui, le robot, il y avait des paramètres. Ça faisait 1 an qu'il travaillait. Mais ce qui est comique, c'est que le robot, il a reçu, c'est un peu à la blague, mais il avait reçu, dans les derniers jours, son numéro d'employé. OK. Il était syndiqué. Il travaillait pour la ville. OK. Parce que, il y avait ses conditions, tout. Il y avait sa carte de syndicat. Là, il dit, c'est donc bien bizarre. Le robot, ça fait 1 an qu'il travaille. Tu viens de rentrer officiellement comme employé suicide. Oui. Ouais. Je trouve que la coïncidence est vraiment drôle. Autrement dit, il y en a qui disent que le robot ne voulait plus travailler. Ben, d'après moi, il a commencé à être sur la CNESST. Donc, vu qu'il pouvait avoir des payés à la maison, rien faire, blessé. C'est ce qu'il veut être. Il veut être à la maison, payé à rien faire. Blessé, exact. Il s'est crissé en bas de l'escalier. C'est incroyable. J'ai trouvé ça pas pire. Depuis que son numéro d'employé, il s'est suicidé. C'est la meilleure, là. Vraiment. Là. Hey, on l'a vu cette semaine, Rivian. Très belle compagnie, mais on s'entend-tu que Rivian, les camions, là. Les trucks, c'est super beau. Là. Rivian qui ont été, entre parenthèses, sauvés par Volkswagen. C'est quand même un genre de 4-5 milliards qui ont embarqué là-dedans. Puis, on l'a vu aussi l'autre semaine avant, Fisker, qui ont fait faillite. Des chars électriques, on s'entend-tu qu'il y a un petit. Est-ce que tu as vu, je te l'ai envoyé hier, Unusual Wells? Oui. Eux autres, ils ont soulevé aussi le fait que l'action en bourse a commencé à lever avant que l'aide de Volkswagen arrive. Donc, eux autres, comme toi, disent, il y a des gens qui savaient. Il y a des gens qui savaient. Ils ont acheté des options, des puts, je pense qu'ils ont acheté des options. Puis il y en a qui ont fait une passe avec les options, puis de la balance. Mais il y en a qui savaient que le stock allait monter. C'était évident. C'est pour ça que. Est-ce qu'il va y avoir une enquête de la SEC? Ben là, j'espère. Normalement, oui. Parce qu'il y a énormément de fric qui s'est fait là. Mais c'est une évidence. Là. Ils ont doublé le fric. C'est ça. Mais moi, j'étais un pur kidam. Un pur kidam, puis je m'en suis aperçu. Fait qu'imagine-toi, eux autres sont là-dedans. Eux autres, c'est une vraie police de la bourse. Normalement, les lumières... Ronnie, laisse-le aller, il va être correct. Parce que Ronnie va passer la journée à flatter Tiger. Si tu commences à le flatter, tu t'arrêtes pas. Et il va rester là pendant 2 jours. Là. Non, lui, c'est un manipulateur. Le petit père. Ouais. Beaucoup de monde l'appelle petit père à ça. Petit père. Oui, ils ont pris mon expression. C'est petit père. Mais là, on l'a su aujourd'hui. Polestar. Très, très beau véhicule. Les Polestar 1. Je sais pas c'est quoi ça? Polestar, c'est une division de Volvo. Très beau véhicule électrique, Polestar. Plus populaire en Europe qu'en Amérique. Mais là, Polestar, ça appartient à eux autres, à Volvo. Donc, ça appartient à Geely China. Donc, c'est comme une division. Là. La fait, c'est que Polestar, ça faisait 3 mois qu'ils attendaient pour... Ils étaient supposés de sortir leur rapport financier il y a 3 mois. Là, ça a crossé, ça a taponné. Normalement, il dit, mais là, il faut que tu sortes tes rapports financiers. Mais là, ils taponnaient, puis ils crossaient. Là, ils viennent de les sortir. Puis là, les ventes sont en baisse. Et ils disent que c'est les modèles les plus dispendieux. C'est ça qui est inquiétant un petit peu. C'est les modèles les plus dispendieux chez Polestar qui se vendent plus. Ouais. Spécial. Ça, c'est... Mais il y a un message là-dedans.
Ben, les taux d'intérêt pour les chars à 9 8 pour du char neuf. Du char neuf, tu es rendu à des chars à 100, 120 000. Ça commence à. Ça coûte 2500 par mois. Là. Ça commence peut-être pas 2500, là, mettons 2000. Oui, c'est ça. C'est 120 000 plus taxes, plus le financement. T'as des. Non, il y a des affaires. T'as rendu beaucoup de véhicules des pick-up à 1300, 1400 par mois. Là. Ça vient vite. Ça vient vite en tabarnache. Ça vient très, très vite. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai plein d'affaires. J'ai juste de petites affaires de même. Ça, c'est du pur. Ça, c'est du pur. Comment on dit ça? Dans des nouvelles insolites qu'ils appellent? Des genres de nouvelles insolites. En France, une histoire de chicane de couple. Bon. Ils vivent en appartement, puis ils chicanent. Là, qu'est-ce qui se passe quand ça chicane? Bien, il y en a un des deux qui sort. Fait que la bonne femme est en crise, faut que tu t'en ailles, un jour dessus. Chicane de couple, il s'est passé quelque chose. Là, c'est la bonne femme garoche les valises sur le trottoir, le linge, la guenille, les affaires. Va-t'en, je veux plus te voir. Puis le gars, il sort avec ses affaires. Mais la bonne femme, elle, ce qui arrive, c'est qu'elle sort tout le stock du gars. Ramasse tes bébelles, puis elle sort tout. Puis elle garoche sur le perron en avant du bloc appartement 26 serpents. C'est un peu, là. Elle a fait il y avait un genre de vivier dans le vivier. Dans le vivier, il y avait 26 serpents. Elle a garoché les serpents dehors. Garoché sur le vivier, toutes sorties guenilles. Mais c'est un peu, là. Les serpents, là, ils se sont promenés pas mal, là. Ils ont perdu de vue quasiment la moitié des serpents. Ça a pris la police pour les retrouver. Mais pensez à ça 2 secondes. Il y avait 26 serpents dans l'appartement. Le monde, est-tu malade? Il y avait un boa de 2 mètres de long dans l'appart avec 25 autres serpents. Moi, je peux te confirmer que le monde est malade. Parce que quand tu es public un peu, puis il y a du monde qui interagisse avec toi pour différentes raisons, beaucoup de monde sauté dans la tête. Il y en a toujours eu, là. Mais je pense que l'époque est... Je sais pas, il y a beaucoup de monde sauté. Là. Déjà, un serpent, c'est spécial. Bon, tu peux comprendre. Tu dis, ouais, c'est spécial. Moi c'est pas mon style. Et quand tu es rendu avec 26 serpents, je dis pas juste à cause des serpents, si t'as 26 chiens, t'as un problème. Là. Ben oui. Bon, si t'as 26 chats, t'as un problème. Ben oui. Mais 26 serpents. Hey, attends un peu, là. Les serpents que tu nourris ça comment? Avec des souris? Ben, avec des souris. Là. Ça te prend des souris congelées que tu dégèles pour lui donner. Là. Tabarnache que le monde est capoté. Le monde est capoté, ça n'a pas de sens. Hey, j'ai vu une patente. C'est une nouvelle qui est très, très fraîche là. Il y a un petit peu de boursicotage là-dedans, tu me connais. Novo Nordisk. Novo Nordisk. Ça, c'est la patente pour se piquer dans Beden? Oui. Ben, eux autres, ils ont le fameux... Ben, ils ont le Ozempic. Oui. Et ils ont l'autre aussi, le Wegovy. Et là, depuis hier, le Wegovy est accepté China. T'as peu, là. Là, tu te dis, wow. Là, je voyais un article qui disait, ouais, mais là, je disais un article par rapport à ça. Puis il disait, ouais, mais le Wegovy en Chine, la Chine n'a pas un haut taux de, comment dire? De gros. Bien. Ouais, d'après moi, c'est pas vrai, ça. Tu lèves la tête, là, puis c'est juste des Ozempic. Je lève la tête, là, puis il y a une pub d'Ozempic à télé. Oui. Mais la fait, c'est que je suis allé voir les statistiques. OK? Les pays dans le monde où il y a le plus de gros, OK? Je parle en proportion de la population. C'est toutes les îles du Pacifique. Tu sais, l'île Cook, à Samoa, beaucoup de gros... Je savais pas ça. Oh oui, les Pacifiques, le monde sont obèses, pas mal. Le monde, ils s'en rendent compte quand ils vont à Hawaï. Hawaï, il y a beaucoup de toxons. Pour vrai, là. Ouais. Mais c'est dans leur génétique aussi. Là. Les gens qui vivent dans le Pacifique, il y a beaucoup... c'est la majorité des îles du Pacifique, on parle de 45 à 50 d'obèses sur les îles. Après là, tu tombes dans d'autres pays comme les Émirats arabes unis. C'est 20... je pense sur ta 27%. J'aurais jamais pensé ça. Moi non plus. Jamais pensé ça. Ça fait qu'en dessous du linge, ça paraît pas. Oui, c'est ça, une grande robe. Une grande robe. Au Canada, on est à 28 %. États-Unis, 33 %.
Puis plutôt que je regarde, maintenant, des pays comme l'Italie, la France, l'autre sont entre 20 et 23 de... Là, l'affaire, c'est que la nouvelle, juste de même, là, parce que la Chine, c'est 7 c'est 7 connu. Ça, c'est des statistiques. Oui. Oui, mais c'est 7 de beaucoup de monde. De 1,2 milliard. Ben là, ce qu'ils disent, c'est que tu aurais, c'est 1 milliard 420 millions de personnes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 100 millions de gros. Mais t'es pile dessus, c'est 99,5 millions de gros. En Chine. Ça fait beaucoup de gros, là. Ben, c'est beaucoup de gros. Ça fait beaucoup de grosses bédaines. Le pourcentage est bas, mais en nombre, c'est gros, là. Voilà. Tu peux vendre la seringue. Et là, tu peux vendre la seringue. C'est pour ça que l'article que j'ai lu, il dit oui, mais c'est un pays qui n'a pas beaucoup de... Ouais, mais écoute, il y a du monde. Il y a du monde. Ben, les prochains, c'est l'Inde. Et plus ils deviennent occidentaux, et plus ils vont grossir. Oui. J'aimerais bien ça voir le 6, comment il était il y a 25 ans. D'après moi, c'était 2. Mais là, ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train de pogner toutes les vis que nous autres, on pogne. Donc, ils vont devenir de plus en plus gros, les Chinois. C'est ça. Ben oui. Oh. On a plus de boîtes dans la version Prime de Radio Pirate d'aujourd'hui, vendredi. Jocelyn Thibault s'en vient. Le lab de Mr. White. Le labo. Petite boîte. Et on a aussi la recette Fireburns un peu plus tard. JeffFillion.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Jocelyn Thibault, que vous connaissez, parce que on se rappelle de Jocelyn avec les Nordiques, avec le Canadien, avec un paquet, donc toute sa carrière. Bien par après, on a connu Jocelyn, l'homme d'affaires et surtout celui qui a voulu redonner un genre de petit coup de pied dans le derrière au hockey au Québec qui en a besoin, surtout le hockey mineur. Donc, il a été nommé directeur général de Hockey Québec en octobre 2021. Pendant la COVID, on avait jasé avec Jocelyn, puis Jocelyn était bien crinqué, puis on sait qu'il y a de l'ouvrage à faire, puis on sait qu'il y a des choses à changer, puis il y a des grosses décisions à se prendre au niveau du hockey au Québec, parce qu'on veut, d'abord, on veut plus, on veut que les jeunes développent puis qui aiment le hockey comme nous autres, on a été. Moi, le hockey, ça a formé ma vie. Là. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Le caractère, la vision que j'ai, le type de personne que je suis, j'ai défini ça beaucoup avec ma gang de hockey, avec qui j'étais jamais il n'y a pas longtemps. Puis c'est important, je veux dire, au-delà de tu fais pas la NHL où tu l'as fait, c'est quelque chose qui est important dans la vie des jeunes. Après, tous les sports le sont, mais le hockey, il y a comme de quoi de fondamental pour les Québécois, puis on a l'impression qu'on est en train de l'échapper un peu. On entend beaucoup de chiolage, puis on voit qu'il y a de moins en moins de joueurs québécois, il y a de plus en plus de compétitions à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord pour produire les joueurs de haut niveau. Donc, il y a beaucoup de décisions à prendre. Puis Jocelyn s'est lancé là-dedans en octobre 2021. Jocelyn est avec nous autres. Jocelyn, t'es salué. Comment tu vas d'abord, premièrement? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je te dirais. Mais es-tu sorti de là démotivé? Comment tu résumes ton passage à cette genre de commission-là? Si je te demandais en 2 phrases de conclure, qu'est-ce que tu vois de ça? Qu'est-ce que tu en as fait? Puis si tu es sorti de là déçu, genre? Écoute, sincèrement, c'est une bonne question. J'ai toujours la difficulté à répondre à cette question-là. Mais content du bout qu'on a fait, mais déçu parce qu'on aurait pu tellement faire plus. Tu sais, la semaine passée, moi, j'ai quitté le 15 juin dernier, puis c'était l'AGA, puis on a été en mesure de changer la gouvernance du palier provincial. Il y a un nouveau board qui a été élu la semaine passée avec des gens indépendants. Fait que ça a été vraiment, vraiment un gros step. Fait que je suis vraiment, vraiment fier de ça, mais déçu puis fâché de la résistance que j'ai dû à composer, Jeff, pendant 2 ans et demi, parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hockey Québec, c'est un gros gouvernement avec 3 ou 4 paliers. Puis j'ai trouvé ça difficile. Je suis fatigué, je suis usé. Il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique, Jocelyn, là-dedans. Il y a énormément de politique. Oui, beaucoup de politique. Puis je le savais qu'il y en avait, là, mais quand je suis arrivé à l'automne 2021, tu sais, ça faisait depuis 2007
que nos inscriptions étaient à la baisse. Constamment, là, année après année, nos inscriptions étaient à la baisse. Puis les gens voulaient quelque chose de nouveau, voulaient un nouveau départ. Alors, tu sais, moi, quand je suis arrivé là, je dis, ben, OK, on va essayer de repartir, faire un nouveau départ. Puis on a fait un bout, mais il y a les façons de faire, la politique, comme on a connu là, depuis des dizaines d'années, est vraiment, vraiment très trop enracinée pour amener ça un peu plus loin. Est-ce que, dans les choses que tu disais, ben, il y a comme pas des chasses gardées, mais chacun a comme ses territoires. Ouais. Donc, chaque association a comme leur manière de faire, puis il n'y a personne qui veut laisser du pouvoir pour qu'il y ait une coordination, genre, on va dire, nationale là, ou provinciale. Ouais. C'est un peu ça que je comprends que tu déplorais, c'est ça, hein? Ben, c'est exactement ça. Puis, la ligne est mince quand même entre, tu sais, je veux dire, Hockey Québec, tu es à Montréal, tu as 14 régions au Québec, puis chaque région est différente, puis il faut comprendre ça. Là. On ne peut pas organiser le hockey mur à mur. Mur à mur en Gaspésie comme on l'organise au Lac-Saint-Louis. Et vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine uniformité à différents égards, dans différents volets de la business, mais surtout, des mécanismes de contrôle, de saine gouvernance. Et puis, ce qui est difficile, comme, tu sais, parce que quand tu es dirigeant d'une corporation, ben, tu es imputable, tu es responsable de plein de choses, en fait, de tout. Et puis, quand il y a des choses qui se passent dans une région X, Y, Z, et puis que tu te fais dire, comme premier dirigeant, de te mêler de tes affaires, ben, c'est là, à un moment donné, que j'ai débarqué. C'est là que je me suis dit, non, je ne peux pas être responsable, imputable. Mais il faut que je me mêle de mes affaires. Mais je ne peux pas intervenir nulle part, il faut que je me mêle de mes affaires. Pour moi, c'est oui, il y a l'émotion, mais comme gars d'affaires, ça ne marche pas. Tu peux pas dire que va restructurer cette entreprise-là ou toi, tu es dirigeant de cette corporation-là, de cette entreprise. C'est quoi que tu aurais aimé faire? C'est quoi que tu aurais aimé faire, Jocelyn? C'était quoi pour toi, là, pour que le hockey, les inscriptions repartent? Ouais. Pour que ça fonctionne mieux? Puis que, là, c'est sûr qu'on avait déjà jasé quand tu avais été nommé. Il y a toute l'histoire du scolaire super compliqué versus le civil, etc. C'est hyper complexe. Puis ça, en bout de ligne, on nuit à tout le monde, puis on nuit au calibre, puis on nuit au développement, probablement. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Mettons, je te dis, tu as le contrôle, puis le but, là, c'est que le hockey, là, ça marche comme ça n'a jamais marché, puis les inscriptions vont augmenter. Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Bien, il y a plein de choses que tu peux faire. Je pense qu'il faut déréglementer un petit peu. Parce qu'il faut déréglementer un petit peu. Il faut enlever des barrières. Il faut vraiment se parler de territoire. Il faut vraiment regarder nos territoires, savoir, le hockey territorial, c'est encore bon, ça? C'est encore là où il faut aller. Je pense que la compétition en affaires, on en a de la compétition, là, puis là, ça va drôle à dire, mais on compétitionne avec d'autres sports, avec le dollar loisir, évidemment, des familles. Je pense qu'il faut se parler de réglementation. Mais moi, ce que j'aurais aimé, ou surtout aussi, Jeff, je pense qu'il faut s'assurer que dans toutes les régions du Québec, il y a de la gouvernance transparente. Parce que, tu sais, encore une fois, je pense pas que c'est la job d'Hockey Québec de gérer tout le hockey au Québec. C'est pas, on était 20 quelques personnes à la fédération provinciale. On n'a pas le staff pour gérer 90 000 joueurs. Là. Mais moi, je pense Jeff, il faut vraiment instaurer la transparence dans les régions, que ce soit au niveau des associations hockey mineur, au niveau des corporations régionales. Puis il faut vraiment déréglementer, comme je te disais, notre sport. Puis il faut... tu sais, tu as le scolaire. Moi, je crois au hockey scolaire. La dualité, la cohabitation, je devrais dire, entre hockey associatif et scolaire est difficile. Oui. Au niveau provincial, ça se passe bien. Je pense que les relations entre le RSEQ provincial et la fédération de hockey est bonne. Mais dans les régions, dans
dans les clubs, c'est difficile. Alors, ça aussi, un bout à faire encore, mais ça, j'ai beaucoup de vent de face par rapport à ça. Est-ce qu'on aurait été... ça aussi, on avait parlé quand tu as commencé. Est-ce que c'était possible de tu sais, je sais que ça existe du civil aux États-Unis, il y en a, là, mais généralement, le sport est plus scolaire. Ouais. Est-ce que... Je comprends là, que tout le monde a bâti des affaires qui durent depuis 50 ans, puis chacun veut garder ses... Mais ultimement, il faut penser au sport, il faut penser aux jeunes, il faut penser... Est-ce qu'il a été possible de merger tout ça, puis de dealer tout ça ensemble à travers... que le civil devienne scolaire? Je sais pas, là. Je garde... Vous avez dû virer ça de tous les bords, là? Oui, c'est possible. D'ailleurs, c'était des orientations qu'on avait commencé à prendre, puis c'est encore sur la table. Puis je pense que c'est un peu l'avenir de tout ça, puis des systèmes hybrides un peu, où on a, surtout dans les régions, parce que à Montréal, à titre d'exemple, ou dans la grande région de Québec, des joueuses, il y en a quand même beaucoup. Mais dans certaines régions, je vais dire, mettons par exemple le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand le niveau associatif se fait, en guillemets, déshabiller pour le hockey scolaire, si le marché veut ça, il faut écouter le marché. Je veux dire, si c'est ça que ça prend, mais il faut quand même trouver des mécanismes hybrides. Il faut, à titre d'exemple, que, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on prend cet exemple-là, il faut créer des ligues où il y a des équipes scolaires, ils vont jouer contre des équipes associatives, parce que le hockey scolaire, c'est excellent. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut jouer au hockey à tous les jours dans l'après-midi. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont une pratique par semaine, ça fait bien leur affaire. Alors, il faut trouver c'est pas obligé que ce soit toutes hybrides. c'est pas obligé que ce soit toutes des concentrations, parce qu'il y en a que c'est pas leur tasse de thé pour eux autres, là. Exact. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu d'une certaine mesure. C'est quand j'étais jeune, c'est déjà arrivé, il y a une trentaine d'années. On jouait junior régional qui, à ce moment-là, était très, très, très populaire. Les arénas étaient il y a plus de monde au junior régional qu'au junior majeur cette année-là. Et c'était très populaire, je les Saguenayens. Puis là, à un moment donné, dans l'année, l'équipe s'est séparée. L'année d'avant, la création du collégial 2A et du collégial 3A a fait que là, Jonquière avait son équipe, Cégep Chicoutimi avait son équipe, Cégep d'Alma avait son équipe, etc. Donc là, tous les clubs dans ces villes-là, là, il y a eu, comme tu viens de dire, il y a eu la chicane. Qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a tué le junior régional, OK? Qui était une ligue super, très populaire et en santé. Et la ligue collégiale a jamais relevé. Donc, ça l'a tué les deux. Ouais. Tu sais, ça l'a étouffé les deux. Tu sais, je sais que ça existe encore aujourd'hui, mais pas comme ça l'était avant. Donc, ça n'a pas été bon, cette affaire-là. Tu sais, puis moi, j'ai joué dans les deux un peu, puis j'ai formule score, tout ça, j'ai pas aimé ça, mais je l'ai vécu dedans, ce mix-là. Puis tout de suite, j'ai vu... On le voit au golf. Au golf, ça marche pas, LIV puis PGA. Ça marche pas. On est perdant. Les joueurs sont perdants. Les fans sont perdants. Les commanditaires sont perdants. On l'avait vu dans le temps avec l'Indy puis la kart dans le racing. Ouais. Ça marche jamais, ces affaires-là. Ouais. Tu as raison, Jeff. Je suis d'accord avec toi. On arrive là. Ça va prendre encore du temps. Il y a encore beaucoup de vent de face, là, comme dans le réseau. Autant au niveau parce qu'il faut comprendre, le hockey scolaire, encore une fois, j'y crois beaucoup, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont embauchés par les écoles pour livrer un service, puis c'est correct, mais c'est leur business. Alors, c'est sûr qu'eux, ils veulent grossir leur business, puis je comprends ça. Là, tu as le volet associatif qui disait, hey, moi, je parle mes joueurs pour du scolaire, fait que là, moi, j'ai de la difficulté à faire des équipes. Fait que quelque part, il faut qu'au niveau provincial, à mon avis, il faut que le leadership vienne du niveau provincial où ce qu'on va, je vais dire comme ça, un peu l'idée, gérer la cohabitation. Parce qu'on n'a pas le choix, tu l'as dit, les deux séparément, ça ne marche pas. Surtout dans les régions du Québec, à cause du manque de joueurs. Tu sais, on l'a vécu dans les dernières années au Saguenay, puis je prends cet exemple-là, parce que, tu sais, mettons, dans le Bantam, dans le M15, tu sais, à un moment donné, il y a quelques années, tu avais 8-9 équipes, tu tombes à 4 équipes. Ça devient difficile de faire des ligues parce que les joueurs ont beaucoup migré vers le hockey scolaire. C'est correct, mais il faut prévoir ça. Puis tu as raison, il faut trouver une façon de travailler ensemble parce que sinon, on va tuer les deux. Jerry, tu as l'air d'avoir quelque chose, mon ami Jerry. Non, parce que y a-tu des affaires que tu as vues à l'extérieur du Canada qui pourraient peut-être aider, justement, tu sais?
À un moment donné, je lisais un article sur le hockey en Finlande. Parce que la Finlande, on s'entend dessus que eux autres, ils ont fait beaucoup de progression dans les dernières années. Puis les autres, ils ont un genre de système, je ne sais pas tous les détails, mais les autres, ils ont un genre de système où tu as une équipe, tu as une couleur d'équipe, tu as un team qui porte un nom. Ouais. Et cette équipe-là a du 3A, du 2A, du A puis du B. Oui, je comprends. Et les joueurs se promènent autrement dit, entre... Mais l'affaire, c'est que les meilleurs joueurs sont fiers, ils portent le même gilet que les moins bons, si on peut dire, mais il y a une fierté d'équipe en général, mais il y a plusieurs niveaux. Donc, eux autres, ils ont une espèce de système. Je ne dis pas que je ne connais pas tous les détails de ça, mais ils ont un système, on m'a dit, par équipe à plusieurs niveaux. Y a-tu des affaires que tu as vues des fois à l'extérieur qui peuvent être implantées ici, là? Oui, puis là, tu fais référence à... Puis la Suède, c'est un peu comme ça aussi, les formules club, là, tu sais, où c'est des structures... Oui, formules club, c'est ça. Oui, c'est des structures verticales où il y a une fluidité, justement, verticalement pour les joueurs et joueuses de monter up and down du club. Oui, c'est super bon. C'est super bon. Tu regardes... en Europe, c'est beaucoup comme ça. Ici, les États-Unis... Est-ce que c'est très scolaire dans Suède et Finlande? Est-ce que c'est plus scolaire que civil ou association? Oui, écoute, je ne suis pas un expert, justement, des systèmes européens, mais oui, je me suis quand même renseigné pas mal là-dessus. Puis, à titre d'exemple, en Suède, Finlande, le hockey scolaire est plus fort que le hockey, qu'on pourrait dire, associatif. Il y a plus de membres, plus de joueurs-joueuses qui font du hockey scolaire, mais effectivement, ça travaille plus en structure, en formule club. Aux États-Unis, tu as vraiment une structure à deux vitesses. Tu as le hockey privé, là, qui les travel teams, là, ça coûte cher. Mais, à titre d'exemple, moi, j'ai plusieurs anciens joueurs de hockey que leurs enfants jouent là-dedans. Puis, c'est du travel team. Fait que une fin de semaine, tu as un tournoi à Chicago. Pour la semaine d'après, tu as un tournoi à Détroit. Puis la semaine d'après, tu es à San Diego. Oui. Puis tu as aussi le réseau scolaire. Évidemment, les high school, les prep school et ainsi de suite. Puis au final, évidemment, tu as la structure qui aboutit vers la NCAA, mais qui passe par la USHL, par différentes ligues juniors. Ouais. Bref, on pourra en parler longtemps, mais tu as différents modèles, puis il n'y a pas de modèle parfait pour avoir discuté avec plusieurs personnes de ces différents pays-là, mais notre modèle n'est pas mauvais ici, dans le sens que le hockey est quand même est pas si mauvais que ça, il est quand même relativement abordable. Je pense qu'il faut revoir un petit peu le modèle de développement à long terme, parce que l'effet pervers du hockey privé ici au Canada, c'est qu'il y a une course justement aux parents, puis on vend le rêve aux parents que si, là je vais exagérer les boys, mais si à 8 ans, tu ne pratiques pas 14 fois par semaine, tu ne pourras pas faire la Ligue nationale. Ouais. Ça, c'est le danger que les fédérations font face actuellement, parce que il faut retarder la spécialisation de nos jeunes, ce que l'Europe réussit super bien. Tu regardes la Finlande, tu regardes la Suède, jusqu'à 13-14 ans, il n'y a pas de presse. Puis ici, en Amérique du Nord, c'est l'élément qui m'inquiète un peu. On est vraiment dans une course à la spécialisation des jeunes joueurs, des jeunes joueuses. Puis ça me fait Quand tu parles de spécialisation, tu parles de leur positionnement, tu parles du mouvement plus élite, ou embarquer dans des systèmes déjà très de bonheur, c'est tout ça que tu parles? Un peu tout ça, de se concentrer uniquement sur le hockey. Oui, en plus. C'est ça, puis on le vit, dans la région de Québec, à titre d'exemple. Moi, je veux dire, je comprends la business, puis je trouve ça super le fun que les gens qui gagnent leur vie à faire du hockey, j'ai pas de problème avec ça, tout le monde a le droit de vivre, j'ai pas de trouble avec ça. Cependant, où j'ai la difficulté, c'est qu'un jeune de 9, 10, 11 ans joue au hockey 12 mois par année, non. La glace à tous les jours, c'est pas bon. Non, il faut que tu t'ennuies. Faut que tu t'ennuies de jouer au hockey. Il faut que tu joues au baseball l'été, tu joues au soccer, tu joues au golf, tu développes d'autres sports. Il faut que tu t'ennuies. Quand on voyait la glace disparaître au début de la première semaine de mai, on broyait. OK? Et on avait hâte qu'elle revienne en août, pas à peu près. Ça, c'est important, ce feeling-là. Puis moi, je l'ai vécu comme adulte parce que
Par après, j'ai joué pendant des années de temps, 12 mois par année, jusqu'au temps que je m'écœure. Ouais. Donc, c'est ça que ça fait. Ça fait qu'à un moment donné, tu n'aimes plus jouer au hockey. Il y a des jeunes juniors qui n'aiment plus jouer au hockey en passant. Je l'entends, cette histoire-là. Là. Puis Midget 3A, je parlais à un coach l'année passée, puis c'était dans le bout du mois de décembre à peu près. Tu sais, c'est un ancien joueur national. Puis là, je disais, hey, parle-moi de tes joueurs. Puis parle-moi de prendre une photo de tes joueurs à 15-16 ans, puis dis-moi ce que tu vois. Puis c'est exactement ce qu'il nous dit. Il dit, Jocelyn, il dit, les joueurs sont brûlés. Ils sont comme tannés du hockey, tu sais. Puis on était en début décembre. Ils n'arrêtent jamais. Fait que ça, c'est le bout que j'aime pas. C'est que ça, c'est ce que les pays européens, ce que les pays scandinaves ont très, très bien réussi dans le développement de leurs joueurs. C'est que c'est des joueurs qui sont des très bons athlètes. Puis moi, je sais, j'ai joué dans les salles avec plusieurs Européens. Puis, tu sais, des fois... Ils sont bons dans tous les sports. Ils sont bons au tennis, ils sont bons au soccer, ils sont bons au hockey, ils sont bons au golf. Ils sont vraiment bons dans plusieurs sports. Ouais. Fait que quand tu pratiques plusieurs sports, bien évidemment que tes qualités athlétiques sont meilleures, sont plus développées, ton jeu de pied est meilleur, ta coordination est meilleure. Fait que c'est scientifiquement prouvé. Fait que ça, c'est vraiment un bout qui, à mon avis, c'est un défi, non seulement pour Hockey Québec, mais pour Hockey Canada dans les prochaines années, là, de ne pas perdre le focus sur le développement de nos jeunes joueuses à long terme. Sur l'histoire de l'élite, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont voulu comme diminuer ça pour justement apaiser les attentes un peu. Puis je pense qu'il est venu un peu par les deux modèles qui s'opposent. Beaucoup d'écoles ne veulent pas décevoir les parents qui amènent leurs enfants à l'école à 5 000 $ par année. Ouais. Donc, ils leur trouvent une place. Donc, s'ils voient que le gars n'est pas de calibre pour le gros club, ils vont former un autre club dans l'école. Ils vont... Ouais. Donc là, ça fait qu'il y a comme... si tu mélanges ça avec le hockey, le hockey civil, le hockey associatif, bien là, on est rendu avec... je dirais, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, moi, j'ai des filles, là, mais je l'ai vu du hockey parce que j'en connais, là, puis je suis allé en voir parce que j'aime le hockey. Et je trouve que c'est très dilué. Ouais. Ça a comme dilué la patente. Puis je comprends l'histoire là, de pas trop d'élitisme à partir de tel âge, mais en même temps, faut que tu sois quand même avec un calibre qui va te permettre de développer. Je comprends que la ligne est fine entre les deux, là. Mais si tu es dans OK, tu as une belle école, tu as le beau chandail, ils ont même un bel aréna. Là, finalement, tu regardes ça, tu dis, ça a l'air beau, là, mais quand tu regardes ça, là, ça c'est pas jouer au hockey. Donc, ça me tanne un peu d'essayer de... Je ne sais pas si toi, tu le vois, parce que c'est de là, parce que tantôt, je parlais de genre de merge entre les deux. C'est que ultimement, on dirait qu'on forme de plus en plus de joueurs que quand ils sortent, ils se ressemblent tous un peu. Oui, c'est sûr, mais puis tu as raison, la classification des joueurs, il faut qu'elle se fasse quand même. Là. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans la même patinoire jusqu'à 15-16 ans puis dire, tu sais, des joueurs qui vont faire 15 buts par game, ça ne marche pas. Là. Quand tu regardes les pays scandinaves qui réussissent de mieux en mieux au niveau du développement des joueurs, des joueuses, bien, ils jouent demi-glace jusqu'à Pee-Wee, jusqu'à M13. Donc, ici, au niveau, je vais prendre les anciens termes, au niveau novice, là, c'est demi-glace. Atome, c'est full de glace. M11, c'est pleine Atome, l'anciennement Atome, M11, c'est pleine glace. Ouais. Pays européens, maintenant, ils jouent demi-glace jusqu'au Pee-Wee. Dans le fond, au Pee-Wee, c'est leur première expérience sur la pleine glace. Ce que ça fait, c'est que jusqu'à cet âge-là, quand les bénéfices du demi-glace, c'est que justement, tu as plus d'adversité, tu as moins de temps pour faire tes jeux. C'est plus les mains et la vision. Ça travaille ta vision, ça travaille justement le contrôle ça descend un petit peu les meilleurs joueurs. Ouais, les joueurs rapides n'est pas avantagé, là, mais ça va lui faire développer ses skills avec ses mains et sa vision. Il va avoir la tête dans les airs. Il n'a pas le choix d'avoir la tête dans les airs. C'est ça. Fait que ça fait développer ton hockey sense, tu sais, ça te garde la tête dans les airs, puis tu as moins de temps puis d'espace. Fait que les bénéfices là-dessus sont bons. Puis tu as raison, au niveau, puis là, on peut s'assiner sur... normalement, ce que la science dit, c'est que vers l'âge de 13-14 ans,
dans un sport comme le hockey, c'est là que tu vas commencer à te spécialiser un petit peu. Puis c'est là que je te rejoins, Jeff, où on appelle ça le best on best. Là, tu vas mettre les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses ensemble à l'âge de 13-14 ans. Puis là, tu veux que ces joueurs-là, ils se développent avec de l'adversité. Ça, c'est correct. Avant ça, ça en prend encore. Fait que, pour revenir à mon exemple, de jouer des miglages jusqu'à P8, cet exemple, ça peut être une façon justement que nos meilleurs joueuses vivent l'adversité. Mais quand même, il faut que tu sépares, mettons, tes meilleurs, puis ton premier tiers, puis ton dernier tiers. Fait que, il y a des façons de le faire, mais oui, t'as raison, la ligne est mince entre on veut garder nos meilleurs que les meilleurs, puis en même temps, on veut quand même qu'ils continuent à s'améliorer, là, puis qu'ils développent d'autres choses. Fait que c'est pas évident. Là. C'est quoi qu'est-ce que. Là, t'es plus là, mais je veux dire, pour finir, t'es-tu inquiet? On le voit, là, le nombre de joueurs québécois là, dans la Ligue, puis je comprends qu'il y a de la compétition de partout dans le monde. On a même rendu qu'un des meilleurs joueurs au monde, c'est un Allemand. Là. Donc, puis il y a des gars de la Suisse, puis ça arrive de partout. Puis aux États-Unis, le territoire est grand. Donc, puis le Canada aussi, il va être de plus en plus populeux, surtout du côté de certaines provinces. Donc, on sait qu'il y a une compétition, mais le but, c'est ça aussi. Là, je veux dire, oui, on veut que les jeunes aient une belle carrière de hockey, dans le sens qu'ils se développent comme individus, comme personnes, puis qui ramassent du bagage là-dedans. Mais ultimement aussi, on veut des gars de hockey dans la Ligue nationale, comme toi, tu as été. Est-ce que tu es inquiet pour le futur du hockey, vu que tu as abandonné, t'as-tu tiré la serviette en disant « Ouais, je pense que je vais le laisser aller, ça va aller dans le mur » ou tu as un peu d'espoir? Non, je suis pas... c'est dur de sortir le gars du hockey, là, ça c'est sûr. Mais non, je suis pas... Je suis préoccupé. Inquiet, le mot est peut-être un peu fort. Tu sais, Jeff, j'ai vraiment analysé le mouvement des joueurs ou la participation des joueurs des différents pays dans la Ligue nationale actuellement. Puis quand tu regardes, ce que tu as dit de quoi super important, la mondialisation du hockey est là, puis elle est là pour rester. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Ça va grossir, d'après moi. Non, c'est sûr. Tu sais, quand tu regardes en 2000, OK, moi, je suis reculé 24 ans en arrière, il y avait 71% des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui étaient nord-américains, qui provenaient de l'Amérique du Nord. Cette année, on est à 70. Okay? Fait que c'est faux. En tout cas, les chiffres actuellement disent que c'est faux de dire que... Moi, j'étais convaincu qu'il y avait plus d'Européens qu'avant dans la Ligue nationale. Oui, moi aussi. Ouais, c'est bizarre. C'est pas cette année, en tout cas. Cependant, le pays qui a augmenté ses parts de marché de façon phénoménale, c'est les Américains. Les États-Unis, c'est vraiment le pays avec le plus haut taux de croissance actuellement de joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, on peut attribuer ça à plein de choses. Évidemment que l'expansion de la Ligue nationale de hockey a amené le développement du hockey dans différents marchés, on pourrait dire non traditionnels. Tu sais, as des joueurs du Texas dans la Ligue nationale de hockey maintenant, de l'Arizona, de la Californie et de la Floride. Tu sais, tu n'avais pas ça, là 20-30 ans. Alors actuellement, les États-Unis sont venus gruger dans les parts de marché des Canadiens. Fait que les Suédois ont augmenté un petit peu. Les Tchèques ont baissé un petit peu. Tu sais, au niveau des pays européens, ça se garde autour de 30% de la Ligue nationale de hockey. Mais au niveau des Nord-Américains, les États-Unis sont vraiment, vraiment en train de gruger les parts de marché du Canada. Puis ce qui nous fait mal, Jeff, c'est la réglementation au niveau du repêchage de la Ligue nationale de hockey. C'est quand une équipe de la Ligue nationale repêche un joueur de la Ligue canadienne de hockey, bien, il y a 2 ans pour signer. Tandis que si tu repêches un joueur qui provient de la NCAA, bien, tu as 4 ans. Puis même si une équipe repêche un joueur européen, à titre d'exemple, bien, tu peux avoir... Les Panthères de la Floride peuvent repêcher un gardien russe, puis ils peuvent le laisser sur leur liste pendant 8 ans, sans avoir à prendre une décision à savoir je le signe-tu ou je le signe pas, tandis qu'au Canada, ben, ça nous fait mal. Cette réglementation nous fait mal. Là. Mais qui fait ça, cette réglementation-là? Ben là, c'est la Ligue nationale de hockey, puis là, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vraiment high level. Si cette réglementation-là pouvait tomber, je pense que ça pourrait remettre les joueurs canadiens peut-être plus populaires auprès des équipes de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est pour dire que je suis un peu inquiet, un peu préoccupé. Le développement de nos joueurs n'est pas si mauvais que ça. Mais encore une fois,
le développement de nos joueurs s'arrête aux juniors, tu sais. Puis c'est contrairement aux États-Unis où quand une équipe de la NHL repêche un joueur, puis il s'en va le stationner dans la NCAA pendant 4 ans, ben il peut le stationner là pendant 4 ans, puis il check son développement. Même chose en Europe. Tu sais, un Canadien de Montréal repêche un Suédois qui joue à Modo, par exemple. Ben, il peut jouer à Modo pendant 2, 3, 4 ans encore. Fait que tu n'as pas besoin de prendre des décisions dessus rapidement. Non, tu n'as pas de rush. Exactement. Avec le modèle canadien fait rusher un petit peu les équipes de la NHL. Fait tout ça pour dire que le développement de nos joueurs n'est pas si mauvais que ça, mais on a des petits enjeux qui pourraient nous aider un peu. Hey, Jocelyn, t'es bien fin d'avoir passé une petite demi-heure avec nous autres. Très gentil, très apprécié. C'est quoi le next step pour toi pour finir? C'est quoi tes plans? Ben écoute, un petit peu de golf cet été, un petit peu de repos. Moi, je suis impliqué dans deux entreprises ici dans la région de Sherbrooke. Fait que tu sais, pas nécessairement dans les opérations, mais je me rapproche un petit peu de ça. Mais écoute, je sais pas, Jeff, je vais prendre du temps. Je vais assurément me trouver un nouveau défi dans le monde du hockey / gestion sportive parce que je suis trop... je suis pas habitué. Il faut que je bouge, il faut que je m'implique. Ben oui. Mais un peu de repos pour le moment. Hey, Jocelyn, bien fin. En espérant te croiser sur un terrain de golf. C'est pas au Québec, on se verra peut-être en Floride. Mais bonne chance à toi, puis merci d'avoir donné du temps, puis d'avoir essayé. Écoute, je te l'avais dit, je pense, un peu vite la première fois qu'on s'était parlé quand tu avais été nommé. Je dis, tu vas voir qu'il y a un peu de politique là-dedans. Mais imagine-toi que tous les sujets de notre société ont probablement la même dose de politique que qu'est-ce que toi, tu as rencontré dans le hockey. Ça veut dire que quand on veut changer les choses, c'est vraiment pas évident. Vraiment. C'est pas facile. Regarde, Jeff, on a fait un bout, puis écoute, on a passé le bon temps. Bravo à toi. Bravo à toi, Jocelyn. Les gens font un petit bout de petit bout qui reste. Ben oui, regarde. Merci. Jocelyn Thibault, qui était directeur général de Hockey Québec depuis le mois d'octobre 2021, qui vient juste de terminer. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live et Prime. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Ouais, t'as peu, c'est même pas P.O. et Frank. P.O. est venu hier. Oui. Puis on devait faire l'enregistrement de ça, puis il y a eu 2-3 téléphones, il était dans le jus à mort. P.O. est occupé. J'ai dit, P.O., casse pas ta tête. Mais non, ça. Stresse pas. Casse pas. On a un agent de Fire Barnes qui est dans notre équipe à temps plein, qui s'appelle Jerry, puis en plus, c'est un cook, je vois le faire. Oui, puis la face, c'est que je vais le prendre sur moi. P.O. avait une recette de sous-marin. Oui. Sous-marin sur la plancha. Je sais que tu adores la plancha. Non, je sais qu'il y a beaucoup de pirates, Jeff, qui trippent plancha. Pas à peu près, là. C'est vraiment... C'est un achat que vous devez avoir, je vous le dis, je répète. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le gros kit à 400-500$. Vous avez juste acheté une planche pour mettre sur votre propre barbecue. Allez sur Amazon, il y en a. Allez chez Barbecue Québec, doit en avoir aussi. Allez dans ces places-là, vous allez avoir de quoi pour avoir le trip de la planche, entre autres. Vous pouvez faire toutes sortes d'affaires, les déjeuners, le bacon, les ci, les ça. Ah, c'est extraordinaire. Mais moi, regarde, les smash burgers, pour moi, c'est... Il n'y aura plus jamais de burger dans ma bouche qui n'est pas un smash burger. Puis, il y a plusieurs restaurants, on va dire, entre parenthèses, populaires qu'on connaît, où quand tu fais un sous-marin, bien, tu te sers de ta plancha pour mettre ta viande, tes affaires, puis c'est facile à faire un sous-marin sur une plancha. Donc, c'était la recette de P.O. Bien, c'est une recette de Frank. Mais c'est P.O. qui voulait nous expliquer la recette. Mais moi, je ne ferai pas ça. Hein? Non. Moi, je vais faire une autre recette de plancha. Oui. Wow! Donc, sur Fire Barnes, parce qu'on s'est entendu que c'est l'été. Là, j'ai dit, attends un peu, il faut que j'en parle aux pirates absolument. Tortellini, Philly cheese steak sur plancha. Oh, t'as peu, là. Non, là. Passez à ça 2 secondes, là. On parle... Plancha, on parle des burgers, comme je viens de dire, des sous-marins, ou plein de choses. Même des crevettes à la plancha, des crevettes. Non. Des tortellini. Donc, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Tu fais cuire tes tortellini et tes égouttes. Tortellini, Jeff, t'es fait cuire, mettons, à
tu sais, pas à 100 Tu gardes une petite minute de jeu, là. Tu sais, pas au maximum. Non, des pâtes, il n'y a rien de pire que des pâtes trop cuites. Là. C'est ça. Une petite minute. Parce que la face, c'est que les tortellini, tu vas les remettre sur la plancha. Donc, c'est facile. Tu prends tes tortellini que tu as égouttés. Tu vas prendre de la viande à fondue. Vous irez voir la recette sur Fireburns pour les quantités. OK, on s'entend-tu? Ça, c'est tu prends de la viande à fondue pratique que tu vas te chopper, champignons. Et là, ce que tu fais, c'est que tu pars. OK, un petit peu d'huile, ta viande à fondue sur la plancha, les champignons, un poivron vert, des petites échalotes françaises, le fromage râpé et là, la sauce barbecue à steak Fireburns. Là, tu vas brasser ça, le steak, les oignons, les poivrons, tu brasses ça, c'est à la plancha. Et là, tu vas... tu mets un petit peu d'épices à steak aussi. Et là, c'est là que tu vas rajouter tes tortellini puis tu vas les brasser, ça à plaque. Oui, mais là, moi, j'ai une question. Là. Le tortellini, ça, c'est une pâte fourrée. Là. Oui. Puis là, tortellini au fromage. Tu prends ceux au fromage parce que ceux à la viande, ils ont déjà tu as déjà de la viande dans ta patate. Tu l'as, ta viande. Oh, oui. Parce que lui, à la viande, il a un goût plus prononcé. Ce que tu veux, c'est goûter la viande de la viande à fondue. Tu es déjà sur le steak. Donc, tortellini au fromage. Mais imaginez, là, vous êtes sur votre plancha, puis tu brasses tes tortellini sur la plaque avec la sauce, les épices puis les ingrédients. Parce que d'habitude, c'est quand on est en dehors des ondes puis que tu me l'expliques, tu fais le bruit tout le temps. Oui, je fais des là, petits sons. Tu le mets sur la plaque. Oui, j'ai un c'est ça, exactement ça. Mais je trouve que la recette, puis c'est génial. Frank, là, il faut le dire, Frank est génial. Parce que jamais, moi, je suis un cuistot, là, jamais j'aurais pensé faire des tortellini sur une plaque. On s'entend-tu? Non. Ça a l'air vraiment le fun. Donc, la recette, ça a l'air vraiment bon. Tortellini, Philly cheese steak sur la plancha avec la sauce barbecue steak de Fireburns et aussi les épices steak Montréal. Puis, je te termine ça parce que PO, il dit « Jerry, n'oublie pas, le code pirate fonctionne. » Donc, vous avez un rabais. Je donne un exemple. Moi, j'aime ça donner des exemples. Donc, ma dernière commande, elle me coûtait 69 pièces sur les 9 et quelques. Et quand j'ai mis le code pirate, j'ai payé 59 et quelques. Donc, il y a un 10 pièces qui vient de partir. Sur les 9, je suis tombé à 59. Très, très le fun. Donc, code pirate Fireburns. Puis les livraisons, on s'entend-tu que en haut de 60 pièces, c'est free shipping, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Donc, fireburns.com. Wow! C'était Frank ou PO serait fier, mon ami. Mais oui. Bravo, Fireburns! Le labo de Mr. White. Monsieur Blanc. C'est la dernière poule de l'année, de la saison. C'est la dernière poule de la saison. Pas de l'année. Non, pas de l'année, non. De la saison. 5 coups, on est de retour. C'est ça, c'est comme une saison de hockey. Là. Exact. J'ai une surprise pour toi. Président. Page 4 de notre patente. Page 4, OK. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, mais arrête, Jerry. Il me stresse. Il y a toujours des affaires. On a un nouveau thème pour Radio Pirate? Tu me diras si c'est ça que tu recherchais. Je suis pas sûr. Là. Parce que on fait des tests, j'ai raconté cette semaine sur Radio Pirate Prime que c'est très, très rare qu'on change de chanson d'ouverture. Mais là, on avait eu une pièce qui a été faite par le AI. Il ressemble un peu à du pistolet rose, on va se le dire. Puis j'ai dit, il faut que cette tune-là soit récupérée pour qu'on soit maintenant, qu'on l'utilise pour notre ouverture. Jeff Fillion. Ça fait des années que tu te le fais dire par le gars du nord de Chicoutimi. Et à chaque élection, ça empire parce qu'on vote pour des affaires-vampires. Jeff Fillion, te l'a dit depuis longtemps. Il ne s'est pas trompé souvent. C'est toi. C'est fait. Thank you, Mr. White. C'est ça que tu recherchais. C'est exactement ce que je recherchais. Merci à celui qui a fait de la toune pour nous autres. Je pense que c'est André Arthur dans l'enfer du paradis du live. Voilà.
Yes. Donc, saluez André Arthur. Fait que, parfait, on peut commencer le Là, labo. Là, je m'en vais dans page 5. Oui, parce que le labo déborde. Yes. Et là, il fallait que... Tu sais, à un moment donné, il y a trop de stock. Oui, t'as plein d'affaires qui bouillent. Là. Ben oui, j'ouvre la porte du labo, puis il y a des audios qui me tombent dans la face. Céline. Ouais, mais on me semble que tu me l'as fait entendre, Céline. Non, pas cette affaire-là. OK. Là, je te fais pas entendre Céline. Je te fais entendre la question d'Omienne à Céline. OK. Ah, j'étais tellement mal à l'aise quand j'ai entendu ça. OK, on écoute ça. Merci. Bonjour, vous allez pouvoir refaire la note de All by Myself. Je suis en réhabilitation physique, vocale, plus tous les jours, 5 jours par semaine. Et l'important, parce que je suis pas une note. Je ne suis pas une chanson. Je suis une mère de famille. Je suis une femme. Je suis une sœur. Je suis une amie. Je suis une personne. Et je ne pouvais pas vivre ça toute seule. Mais même si je peux pas, c'est sûr que je souhaite, et je travaille très fort. Mais le but, est-ce que c'est vraiment d'avoir la note ou c'est de se retrouver ensemble? L'autre, elle voulait qu'elle fasse All by Myself. Oui, mais elle disait, vas-tu être encore capable de faire la note? Franchement. Hey. Donne-y une chance. C'est quoi? Donne-y une chance. Tu sais, c'est pas une... Céline, c'est une personne, Céline Dion. C'est pas une note. Oui, puis All by Myself, c'est pas elle, là, c'est Eric Carmen. Il y a ça. En plus, ça la définit pas du tout. C'est une reprise qu'elle a faite en plus. Là. C'est même pas elle dans le profond d'elle-même. Tu comprends? Ils vont dire, elle n'a pas bien de ça, là, mais elle, en plus, c'est une reprise, c'est une tonne originale de Eric Carmen. L'autre, j'ai hâte d'entendre l'autre histoire. Tu l'as parlé parce que je sais qu'on l'a tous vu passer. Là. On l'a vu passer sur les réseaux. C'est le transgenre ou la transgenre, je ne sais pas comment le dire. Là. C'est la transgenre qui a eu l'opération puis qu'elle est revenue en arrière. T'en rappelles-tu de ça, d'avoir entendu ça? Tu sais, le transgenre là, qui c'est homme qui a viré femme? Homme qui a viré femme. OK, je n'étais pas au courant de ça. Ah, je pensais que tu t'en avais parlé. Non. Puis il a été dans un podcast qui s'appelle Les Colocs Podcasts. Il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui. Puis là, lui... bien d'écrire ce podcast. Puis lui... ça a l'air que quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde riait de moi. Ça s'appelait même pas podcast. Non. Ça fait tellement longtemps. Exact. Puis le transgenre, il explique exactement ce que nous autres on dit, ce qui a été dit, ce qu'on pense que c'est, puis il l'explique. OK. Aujourd'hui, on parle transgenre et transition, que c'est normal ce phénomène-là. Aujourd'hui, je viens vous dire le contraire. C'est pas normal de changer de sexe. Je suis devenu une femme. Moi, j'ai fait cette transition-là. Là, je détransitionne. J'ai complètement changé d'opinion. Quand tu décides de changer de sexe, c'est une solution facile. T'évades un problème. T'sais, parce qu'apprendre à s'aimer, là, j'essaie de le faire encore tous les jours, là, c'est difficile. Ça existe, les transgenres. Il y a des personnes qui sont nées dans le mauvais corps. Ça existe. Mais pas tant que ça. Je pense que c'est une mode, puis qu'on évade le problème en choisissant d'aller vers là. Puis malheureusement, je pense que les psychologues et les psychiatres, ils abandonnent eux autres aussi, au lieu de dire à leurs clients quelque chose qui pourrait les choquer. Hey, va perdre du poids. Hey, prends confiance en toi. Ah, tu veux changer de sexe? Pas de trouble. Vas-y. Je pense que c'est un problème de santé mentale. En plus, de plus en plus du fait que c'est rendu une normalité, il y a de l'abus. Exactement ce que je dis depuis longtemps. Et durant le podcast, on voit des photos de lui en femme, là, donc c'est pas un personnage. Ça, là. Exactement ce que je dis depuis longtemps. C'est de la maladie mentale non traitée. Et les pires, c'est les astis de médecins, les intervenants qui embarquent dans cette histoire-là par lâcheté et pour être à la mode, puis pas passer pour des gens qui sont en train de faire le job. Ils prennent la solution facile, mais ça a des conséquences terribles chez les gens qui décident de faire le switch alors que c'est même pas ça pantoute qu'ils ont besoin. Ils ont un mal de vivre, ils ont un mal avec eux-mêmes, ils ont un mal dans le pot, ils ont mal dans le pot. Ça n'a rien à voir. C'est un easy way out parce que c'est à la mode. Et maladie mentale, ça ne veut pas dire être fou. Là. Mais non! Maladie mentale, c'est comme une maladie physique. Il faut que tu règles ça. Il y a des affaires qui ne marchent pas bien. Puis ça peut arriver. Puis lui, il dit, là, ça existe, des transgenres. Là. Puis on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais il ne devait pas en avoir autant. Mais il dit, c'est quand même pas la majorité de la société. Là. Aujourd'hui, il y a des monsieur, madame partout. Là. Exact. Tu connais-tu Tony Baitou? Non, pas du tout.
C'est un gars qui fait des podcasts. Mais lui, il fait des podcasts tout court. Mais en réalité, c'est pas... Là, tu vas dire, il fait quand même pas des podcasts de 5 secondes. Là. Mais lui, en 5 secondes, il se filme, puis à un moment donné, il est en train de manger. Il est comme dans un restaurant, puis il se filme, puis là, il lance une phrase. Ah, je connais très bien. Sur TikTok. Tony Baitou. Ben oui, le gars qui... Fait qu'on écoute, ça dure 5 secondes. Ever notice that drag queens never go read to the elderly? Ouais. Là, tu y vois à la face. Ben oui, c'est ça. Il a toujours un burger, il mange des lanières de poulet, il est tout le temps... Il dit, avoir remarqué que les drag queens, ils vont jamais lire des livres aux personnes âgées. Oui. Puis il fait une face, comme vous l'avez dit. Bizarre, hein? La loi sur l'affichage de la CAQ. Oh boy. Là, il y a eu un reportage... Je ne savais même pas que c'était Tony... c'est quoi son nom? Tony Baitou? Tony Baitou. Je ne savais même pas que c'était ça son nom. Mais je le vois tout le temps sur TikTok. Donc, la loi sur l'affichage, il y a eu j'ai fait un résumé d'un reportage qui est passé à TVA. Oui. Puis, on va l'écouter. Ça, c'est... Là, ils ont déterminé que... Tu sais, ils veulent changer les boutons on-off, c'est laveuse. Ben, ils sont malades. Fait que là, on écoute... Ils sont complètement malades. On écoute ce que ça va être. N'oubliez pas que ça arrive. Non, on est dirigé par des crises de morons, là. Sérieusement, si vous pensez de protéger ou de sauver le français en changeant le on-off sur les électroménagers, vous êtes des purs crétins, là. Vous êtes des purs crétins. La médiocrité de notre société arrive par les crétins qui nous mènent. C'est imbécile. Puis il faut le dire régulièrement qu'on est mené. Ouais, mais ça, Jeff, t'es trop cru, t'es trop t'es trop ça. Faut pas non. C'est fini, là. Il faut les insulter. Un crétin, c'est un crétin. Il faut arrêter d'accepter la médiocrité. Il faut les appeler comme ils sont. Les gens que vous voyez, que vous élisez, vous voulez élire encore une tonne de députés du Bloc québécois. Regardez-les, la gang du Bloc québécois, quand ils parlent pas l'Assemblée nationale, mais au Parlement canadien. Au Parlement canadien. La colline parlementaire. C'est une gang de caves. OK? C'est des morons. Des vrais morons. Oh, c'est pas la crème, là. Vous ne pouvez pas voter pour ça. C'est des morons. Si tu votes pour ça, toi-même, tu es en train de t'étiqueter cave. Il faut le dire. Il ne faut plus avoir de retenue. Il faut les insulter. Il faut les insulter parce absolument. N'oublie pas que ça s'en vient en juin dans un an. Ben, je sais. N'oublie pas que ça. Moi, là, je prévois une dérape terrible. Ben, c'est clair. Ils ont déjà le message. Ils se sont déjà fait dire le message. Le marché du Québec est trop petit pour avoir ce genre de patente-là. Voilà. Ils vont arrêter de vendre. Ils vont dire, oui, mais en France, j'ai vu des laveuses qui étaient marquées en français. Il y a 70 millions de personnes. C'est ça, mais Chris, c'est une marque française qui est fabriquée en France. Ben oui. On est en Amérique du Nord. Chris, regarde ta map. Ben oui, gang de caves. Imbécile. Dès juin 2025, les entreprises auront l'obligation d'avoir 2 fois plus de français que toute autre langue sur leurs enseignes. Best Buy est un nom de commerce qui est définitivement en anglais. On leur demande pas de changer de nom de commerce. Ils pourraient le faire, mais ils peuvent très bien garder leur nom de commerce. Il faudrait revoir la taille des lettres ou tout simplement ajouter magasin d'électronique suffisamment gros ou, par exemple, tout pour la maison. Bref, d'autres éléments. C'est pas peut-être la plus grosse mesure. Ça peut aider. On sommes au Québec. Everything it seems that they do to protect the French language is punitive. Ça va pas faire si grosse différence. Chose certaine, le sujet ne laisse personne indifférent. La fine ligne entre protéger la langue et écœurer le monde. Voilà. Sur les 32 000 commerces au Québec, bannières, etc., 80% sont des petits commerçants ou des petits commerces de moins de 20 employés. Et donc, le défi là-dedans, ça va être des changements, on s'entend, financiers. Il y a aussi des changements en ce qui concerne l'étiquetage. Tous les produits qui se trouvent sur les tablettes des commerces auront une description en français. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 700 $ à 30 000 $. Regarde-moi, il est malade. Non, c'est des purs crétins du Christ. C'est des purs crétins du Christ. C'est ça qui me pue au nez. Ben oui, si vous voulez sauver le français, arrêtez de rentrer 100 000 immigrants qui ne parlent pas français par année, je vois le faire. L'île de Montréal est un genre de pays multiculturel où on n'entend même plus parler français, mais ni anglais quasiment, quand je regarde ça. J'y étais il y a une couple de semaines, j'en revenais pas.
J'en revenais pas. Commencez par intégrer le monde comme du monde, puis après ça, vos estis de niaiseries. Le gars a raison. C'est pour protéger une langue, tu n'as pas à écœurer le monde. Tu fais pas ça de cette manière-là, ça ne fonctionne jamais, jamais, jamais quand tu écœures le monde. 30 000 $ d'amende. Incroyable. On y va avec Brandon Gaudin. Oui, c'est qui, lui? Il fait le play-by-play pour les Braves d'Atlanta. OK. Et pendant un jeu cette semaine, à un moment donné, il y a un joueur qui... Tu sais, des joueurs de baseball, ça crache souvent. Là. Oui. Donc, il a craché, puis ça a tombé à mauvaise place. Puis là, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? On écoute. He just spit on his shoulder as he was sitting there and went to spit. A little humid out, I guess, and mouth getting a little bit dry. Didn't quite clear his arm and just landed right on the shoulder. Hawk tour. Ah, il l'a fait! Let's do it again. Là, le monde qui ils connaissent Brandon Gaudin, ils disent ça ne surprend pas. C'est bonne. Moi, j'ai dit ça avant, innocent. J'ai quasiment scrappé le punch. Cave. En parlant de cave. Moi, je suis capable de m'auto-proclamer cave, au moins. C'est pour ça qu'on est capable d'insulter les autres. Serge Descamps. C'est qui ça, Serge? Serge Denoncourt, je sais que Jerry, il sait c'est qui. Oui. C'est qui? C'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène montréalais, puis très, très... Là, tu sais, quand tu parles de Montréal, là, c'est le gars... D'après moi, le gars, il a toujours resté à Montréal. Quand il sort, lui, c'est pour aller en Italie, c'est pour voyager ailleurs. Il va pas bien. Mais Denoncourt, il a une réputation, puis il y a des artistes qui veulent pas travailler avec. Parce que c'est un gars qui est... Une grande gueule. Là. Une grande gueule, puis c'est un gars qui est... il va dire, mettons, Christophe, que t'es pas bon. Ouais. Sac ton camp. C'est ce genre de gars de même. Là. Genre de gars direct. Là. Mais là, on dirait que là, on est rendu chez les artistes de Montréal, parce que j'en ai il y a un réveil, là. Hein? Ben, c'est-à-dire qu'on dirait quasiment que c'est rendu un trend, là. Oui, il y a un réveil. De salir leur ville. Là. Ouais. Donc, lui, il était au show de McConnell. On a sali le Québec. On est en train d'exposer la médiocrité du Québec depuis 25 ans. Puis eux autres, ils allument là. Ben, finalement, on a une bonne nouvelle. Tu sais, j'arrive de Rome ou de Paris. Exact. J'ai pas de mots pour te dire comment Montréal est laide. Mais laide. Mais on peut pas dire crime contre l'humanité, là, mais on n'est pas loin. Puis quand tu parles à Valérie Plante, et là, je me partis sur mon pire sujet. Quand on parle à Valérie Plante, elle dit, oui, mais à Vancouver aussi, il y a des itinérants, puis à Toronto. Moi, je fais des textes à Montréal, puis donne-moi pas l'exemple de oui, mais c'est pire ailleurs. Moi, je veux que ça soit mieux. Ici. C'est quoi cet exemple-là de ailleurs, ça va pas bien non plus? Ça me déprime. Est-ce qu'il est gay? Oui. OK. Je pense. Hein, moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. OK. Donc, artiste gay. Coche beaucoup de oui, carrés, oui, c'est ça. Là. Puis lui, là, ça donne une liberté supplémentaire. N'oublie pas qu'il était à Radio-Canada quand il dit ça. Oui. Mais tu comprends que moi, je m'en vais là, je dis la même chose. Hétéro, de droite, dans le chose, je me fais démolir. Lui, artiste gay. Ça, c'est bizarre. Donc, il y a deux cases. Il coche beaucoup de patentes dans le wokeness. Donc, ça fait. Mais c'est pas tout le monde qui peut aller dire ça. Là. Non. C'est pas tout le monde. Mais c'est vrai que beaucoup de personnalités montréalaises, ils ont la langue plus lousse un peu. Là. Ils se laissent aller. Là. Moi, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est rendu quasiment un trend. Ah, je vais aller salir à Montréal. Oui. Tu sais que je m'ennuie de mon Paul. Oui. Déjà. Est-ce que tu veux me faire jouer ça au complet, par exemple? Parce que j'ai eu de la misère à le couper. OK. Mais si tu vois que... Écoute. J'ai écouté la vidéo. Ah, tu l'as écouté? Parce que ce qui m'écoeure là-dedans... Il était prêt à cuire pareil, Paul, dans le temps. Hein? Ben oui, il a toujours été... Moi, j'ai rencontré Paul Arcand, il n'est pas au courant, là, mais j'étais dans les bureaux de Radio Mutuelle, CKMF et CJRP en 92, à peu près. Et j'étais là parce que j'avais un contrat là à un moment donné. Et il était jeune, puis il était morning man de CJRP. Il était prêt à cuire de même, là. Il était carrément... Oh, c'est 92. C'est 92. C'est 92, il y avait des grosses bajous. Puis là, je pense... Mais c'est ça qui m'écoeure. Ouais. Et il n'y a personne, même si vous ne m'aimez pas, même s'il y a des gens qui n'aiment pas Jeff Fillion, il n'y a personne qui va pouvoir dire que j'ai changé sur des choses, des principes fondamentaux entre quand vous m'avez connu et aujourd'hui. Jerry, tu m'écoutes depuis plus longtemps, tu peux dire, Jeff, c'est pas vrai, les affaires sur lesquelles tu as vraiment changé. Ça, là, ça m'énerve parce que Paul Arcand, à la fin de sa carrière, les 10, 12, 15 dernières années de sa carrière, il était tout sauf ça. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas le point de vue autre que le sien, puis il était prêt, il est prêt à condamner, regardez juste en politique, il n'aime pas Éric Duhem, tu le savais. Hein? C'est ça. C'est quelqu'un qui,
la liberté d'expression à la fin de sa carrière, dans les dernières années, c'est pas quelqu'un qui y croyait bien. C'était les gens qui pensent comme du monde sont corrects. Ceux qui pensent pas comme la gang là ou moi, c'est des caves. Pendant la COVID, ça a dû être l'enfer. Ben oui, pendant la COVID, c'était... Pendant la COVID. Mettez-vous dans le contexte de la COVID puis écoutez ça. Là. Est-ce que toutes les opinions et toutes les positions sont d'égale valeur? Toutes les opinions ont le droit de s'exprimer. De commencer à vouloir juger des opinions, je trouve ça dangereux. Parce que qui va juger? À partir de quels critères on va juger? Et comment est-ce qu'on va interpréter les opinions d'une personne ou d'une autre? Moi, je serais très mal à l'aise d'aller évaluer les opinions. Je ne parle pas de débattre sur une question, mais de dire, vous, monsieur, vous ne parlerez pas parce que votre opinion ne mérite pas d'être entendue. Vous, madame, vous n'avez pas le droit de parler. Vous, monsieur, oui, ça va, c'est acceptable ce que vous dites pour la société. Venez, vous avez le droit de parler. Un instant. Il y a des gens qui disent c'est dangereux, Qu'est-ce qui est dangereux? De donner autant de pouvoir à un animateur pour exprimer ses préjugés en ondes et de mettre ça sur le même plan que des faits et de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qui est le plus lu dans la presse, vous pensez? Les chroniques de Foglia, les chroniques de Petrovski. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas là des interprétations? Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés, là aussi, dans certaines chroniques, parfois? Puis c'est dans le même journal, puis c'est pas, il n'y a pas nécessairement à côté une chronique qui va dire le contraire. C'est dans le journal. Prenez ça comme ça. Foglia vient de parler, Petrovski vient de parler. Puis c'est correct que ça se passe comme ça. Je veux dire, ces gens-là émettent des opinions. Et moi, j'ai eu des opinions avec bien des préjugés de Petrovski, bien des préjugés de Foglia, bon, ou d'autres. Jean-Yves Dufresne dans le Journal de Montréal. Tout le monde a un peu de préjugés, tout le monde a une expérience qui fait qu'on a une façon de voir les choses. Mais c'est pas... Est-ce que dans un journal, c'est si différent? Je regarde la bande des 6 à Radio-Canada. Est-ce que tout le monde a une communion d'esprit totale ou il y a des points de vue différents sur... Bon, on peut détruire une œuvre à partir de cette émission-là, peut-être. Bon, je pense pas, moi. Donc les préjugés ont leur place quand on fait de l'information? La question, c'est pas de savoir... Trouvez-moi quelqu'un, nommez-moi quelqu'un qui n'a aucun préjugé. Hey, excusez-moi, là. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait 32 ans. OK, c'est quelle année, tu dis? 92. Ça fait 32 ans. 92, ça fait 32 ans. Mais regarde, enlever l'histoire de talent, de réussite, là, peu importe. Là. Puisque ce gars-là est plusieurs fois millionnaire, il a mieux réussi que la majorité, en fait. Si tu regardes sa carrière, je n'ai pas un mot à dire, mais... J'aime mieux être plus pauvre et avoir fait ce que j'ai fait comme carrière qu'avoir celle-là. Parce qu'il y a pour arriver, pour avoir le confort financier qui lui permet maintenant d'avoir une belle retraite, il a pilé sur ses principes qu'il vient d'exprimer. Et ça, pour moi, c'est un échec. Pour moi, le succès ne va pas avec combien tu as de millions pour ta retraite. Ça va avec qu'est-ce que tu es devenu en montant dans patente. Est-ce que tu t'es amélioré pour le meilleur? Est-ce que ou encore tu as vendu des principes? Et ça a été vendre des principes qui... Hey, regarde, ces principes sont nobles. Là. 92, c'est noble. Mais regardez quel genre d'animateur il est devenu par après. Très, très, très triste. Pour finir, Mr. White? Pour finir, moi, j'avais... Regarde, t'as pas besoin, mais j'en ai une petite affaire pour finir. Vas-y donc. Juste finir. Mais d'abord, Jerry, bon été. Oui. Mr. White, bon été. Merci. Tous ceux avec qui on fait des affaires, bon été à tout le monde parce que vous êtes extraordinaires. Donc, les pirates également, les pirates cheap, les pirates prime, tout le monde, bon été à vous autres. Est-ce qu'on a un problème de logement au Québec en ce moment? On a un problème de logement. OK. Il y a un gars qui arrive d'une ville, je ne vais pas le nommer parce que j'imagine que cette ville-là ne reçoit pas des promoteurs à tous les jours. Donc, je ne vais pas nommer. C'est en banlieue de Québec. D'une place où il y a énormément de place à bâtir. Énormément de place à bâtir. OK? Donc, le gars en question arrive à cette ville-là. Il fait une promesse d'achat sur un terrain pour lever quelques maisons, rencontre la directrice de l'urbanisme. Il n'y a rien de pire que des urbanistes. C'est un nid à communistes, là. Eux autres, ils ne veulent pas qu'il y ait de chars, ils ne veulent pas qu'il y ait de routes, ils veulent juste qu'il y ait des patentes, des pistes cyclables, ils ne veulent pas qu'il y ait de maisons. Mais on leur dit, ouais, mais ça prend des maisons. Elle répond, donc la directrice de l'urbanisme lui répond, le développement résidentiel n'est pas dans notre vision à court ou moyen terme. On vit une crise, là. Vous voulez savoir pourquoi vos maisons de 250 000 sont à 500 000?
C'est le même depuis des années Donc et lui, des années. Lui, il va acheter un grand terrain puis faire plusieurs maisons. Lui, il a une promesse d'achat sur un terrain. Il veut lever 12 à 20 unités. 12 à 20 unités, c'est quand même beaucoup. La directrice de l'urbanisme de la ville a fait quasiment une crise de cœur. Et dans cette ville-là, là, je connais la place, là. Il peut se monter 50 000 maisons et puis rien qui paraît. Si vous voulez savoir pourquoi vos maisons de 250 000 sont à 550 000, ça, c'est une des grosses raisons. Si vous voulez savoir pourquoi il manque de place pour mettre du monde dans des maisons, bien là, vous venez de savoir pourquoi. C'est elle, la vraie raison. C'est pas les promoteurs, la vraie raison. Là. Ah, les promoteurs, on va leur enlever ça des mains, puis ça va être tout le monde, ça va être les villes, puis ça va être le gouvernement qui va bâtir des maisons. C'est peut-être ça qu'elle a dans le fond de la tête aussi. Mais voyez-vous, il est où le problème? Il est là. Donc, c'est cette belle note positive. Je vous souhaite un super bel été. On revient le 5 août. Sérieusement, regarde, je regarde la météo. Je vous souhaite une méga canicule. Oui. OK? J'ai quasiment envie de vous dire que je souhaite quelques feux de forêt parce que ça va vouloir dire qu'on a eu du beau temps. Donc, feux de forêt, rien de plus normal au Québec. Là. Je veux dire, ça fait partie de nos étés depuis qu'on est au monde. Puis quand il fait beau, tout est beau. Exact. On s'entend-tu? Quand il fait beau, tout est beau. Donc, je vous souhaite du beau temps. C'est fantastique. Je souhaite des belles vacances, je souhaite du bon camping. Je souhaite, peu importe les vacances que vous allez faire, passer du bon temps. Revenez-nous en forme. Décrochez. Si vous êtes capable de décrocher de votre téléphone, faites-le le plus possible. Vous allez voir que ça fait du bien. Je sais qu'on est pogné par ça. On a parlé un peu plus tôt avec Dennis and the Jet dans le Prime. Je sais qu'on est pogné avec ça. On est comme esclave de ça. Mais si vous êtes capable de vous en débarrasser quelques heures par jour, juste pour décrocher, ça va vous faire du bien. Puis, revenez-nous en shape. Revenez-nous en shape. On va venir le 5 de août. Puis, vous allez peut-être vous ennuyer de nous autres. J'espère que vous allez vous ennuyer de nous autres. Le but, c'est ça, de prendre un petit break. On fait 225 shows à peu près par année de 4h, 4h30 sur le Prime et sur le live. Puis, on a besoin de se ressourcer un peu. Mais je sais déjà une chose. C'est qu'on part là, on a besoin de gagner cette énergie-là, mais je sais déjà une chose. Je connais Boys. On va avoir hâte. Fin juillet, on a déjà hâte de recommencer. Ça, c'est sûr. Donc, on va avoir hâte de vous parler parce qu'on va avoir plein de sujets en tête. Mon nom est Jeff Fillion. Au nom de Jerry. Yes. De Mr. White. Oui, monsieur. Et de tous nos collaborateurs qu'on aime parce qu'on a la plus belle équipe de collaborateurs au monde, de tous les podcasts et toutes les émissions de radio confondues. Bon été 2024. Go Panthers, go. Puis on se parle dans quelques jours, quelques semaines en fait. See ya! Ah, Tiger aussi, on veut... Tiger! Le PDG. OK. Le PDG. MC vous souhaite un bel été aussi. Bye-bye! Radiopirate.com. Radiopirate.com.